Salut à tous. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, je suis Jarod et Rolly n'est pas là pour cet épisode. Pourquoi ? Parce que on est là pour faire une interview, l'interview T'es super, on t'adore de Baba Diagne. Donc c'est mon invité du jour. Baba Diagne, c'est qui ? C'est un combattant, c'est un coach de boxe thaï, c'est le co-animateur du podcast Au bord du ring, un intervieweur dans le podcast Baba Versus. C'est le co-animateur du RMC Fighter Club, c'est le commentateur de nombreux événements de boxe et de MMA. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Toi non plus, tu dors pas beaucoup, toi, visiblement. Non, pas trop. C'est clair que il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais bon, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'aime bien être beaucoup occupé, donc en ce moment, je suis servi et on dormira plus tard. Écoute, c'est pas grave. Exactement, comme je dis souvent, on dormira quand on sera mort. Exactement. Baba, on a deux choses qu'on a en commun, Ouais. que les gens ne savent sûrement pas. Enfin, si, ceux qui nous écoutent pour la deuxième, ils le savent. Ouais, Mais pour la première, c'est pas dit qu'ils soient au courant, c'est que tous les deux, on vient de Saint-Ouen, exact. déjà de base. Yes. On est deux Odoniens. Ouais. Et la deuxième, c'est qu'on partage le même sponsor, C'est vrai. avec Aussi, ouais. Import Fight. Donc voilà, c'est le moment d'en parler. Import Fight, ce site de textile, de matériel de boxe, MMA et grappling, dont les marques ne sont vendues en France que sur le site d'Import Fight. Ouais. Que ça soit du Corner, que ça soit du Hit and Move, que ça soit du Primo, tu vois, on parlait de boxe taille pour toi, tu vois, Primo, cette marque de boxe taille qui n'est vendue que Yes. sur Import Fight. Vous pouvez retrouver toutes ces marques et bien plus sur le site qui sera en description. Si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight et avec le code Tatami10, vous avez 10% de réduction et avec le code ABDR10. ABDR10. Voilà, vous faites votre choix. ABDR10, Tatami10, de toute façon, c'est le principal, c'est que ça passe à Voilà. Import Fight. Donc n'hésitez pas et puis voilà, vous retrouverez le lien en description quoi qu'il arrive. Yes. On rentre dans le vif du sujet. Allez, let's go. Alors, la première des choses qui me vient en tête quand je pense à toi et aux gens comme toi, tu vois, c'est de me dire que quand on est aussi passionné par les sports de combat, c'est qu'on s'est construit avec les sports de combat, déjà de base. Donc j'aimerais savoir, Ouais. c'est quoi ton Ouais. premier souvenir au sujet des sports de combat, la genèse de tout. Tu sais, on a tous cette petite Madeleine de Proust qui nous dit, voilà, c'est comme ça que l'étincelle, elle est née. C'est quoi Ouais. chez toi ? Bah, il y a eu deux genèses, on va dire, mais la première, c'est la pratique, hein. La première, c'est la pratique parce que à 5 ans et demi, mon père m'a inscrit au judo à l'école Émile Zola, puisqu'on est de la même ville, comme ça on peut donner des précisions, tout simplement, parce que c'est l'école du quartier où j'ai grandi, Attends, à parce Arago que ça a Zola. coupé Ouais. à Arago, d'accord. Arago, ouais. Donc à l'école Émile Zola. J'ai commencé le judo là-bas à l'âge de 5 ans et demi. Et j'ai accroché tout de suite en fait. J'ai tout de suite accroché sur les arts martiaux, sur le judo en tout cas. Mes frères et ma sœur aussi ont été inscrits, ils avaient pas spécialement kiffé, mais moi j'ai kiffé tout de suite. Donc ça a été vraiment la première chose qui m'a fait kiffer les arts martiaux. Et puis après les films derrière, un peu plus âgés, Jackie Chan, Bruce Lee, Van Damme, toutes les stars des années 90. Avec mon grand frère, on était dedans, donc ça m'a permis d'aller encore plus loin dans ma passion, on va dire, et de me dire ok, c'est ça que je veux faire. Je veux pas faire du foot, je veux pas faire du sport co, je veux faire du sport de combat. D'accord. Attends. Donc t'as commencé le judo à Émile Zola. Toi t'es 84, c'est ça ? 84, ouais. 84, moi je suis de 86 parce que j'ai commencé à 6 ans le judo à Zola. De mes 6 à Ah, mais 10 ans. je crois qu'on a fait, on a dû faire une ou deux années ensemble là-bas. Parce que j'étais à l'île des Vannes après, moi. Ah ouais, non, mais je suis pas passé par l'île d'Evan, à part pour quelques stages. Ouais. Mais je suis resté de mes 6 à 10 à Zola avec Philippe. Ouais, exact. Il y avait Philippe, il y avait messieurs Eric Taver. Tonnerre, voilà, père et Ouais. fils. Moi j'ai eu le père au début, puis le fils. Et ensuite ils m'ont emmené à l'île des Vannes, parce qu'ils voyaient que je progressais, donc j'étais avec les grands là-bas, jusqu'à 13-14 ans. Ouais, c'est ça la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai pas progressé. Donc ils m'ont laissé à Zola. Ah non, j'étais nul. J'étais nul à cette époque-là. J'en ai fait, c'était pour le plaisir, mais Ouais. franchement, quand tu vois le début de ma carrière, je me demande comment j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui. Mais ouais, non, on a dû partager le tapis. Alors t'as pris un peu d'avance sur moi, mais on a dû partager le tapis effectivement à cette époque-là. Ouais, c'est sûr. C'est Ouais, un c'est peu de sûr. toute façon tous les Odoniens ils sont passés par le judo à Saint-Ouen, je crois. C'était le sport phare, tu vois. Il y avait l'USMA, donc l'US Odonienne, qui était un club multisport. Il y avait du foot, du ping-pong, du judo, ce que tu voulais. Et t'avais du judo dans toutes les écoles de Saint-Ouen. Dans toutes les écoles primaires, il y avait du judo. Donc forcément, je pense que à notre époque, en tout cas, tu dois avoir bien plus de la moitié des gens qui ont fait du judo. Ouais, ça c'est sûr. C'est clair.
Philippe que j'ai retrouvé et travaillé avec lui d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, parce que bon Oh, maintenant il a quitté, c'est parce que c'était l'USMA effectivement à ouais, l'époque, puis c'est devenu SO2J ouais. et j'ai donné des cours à SO2J par l'intermédiaire de Philippe pendant 2 ans, Ok, jusqu'à ouais. ce qu'il quitte la direction, la Ça présidence s'y part, toi. de SO2J. D'accord. Donc Ok, c'est ok. cool, non, Ouais. c'est comme quoi il a dû commencer vraiment très jeune parce qu'il est pas vraiment très vieux, tu vois, donc Ouais, c'est pour ouais. ça. C'est ce que je me dis, ouais. Il nous a tous su quand il était vraiment, vraiment jeune. Il a enseigné très jeune, ouais, je pense. C'est clair. C'est clair. Et c'est quoi en fait ta chronologie en fait dans ton parcours sportif? Comment t'es venu aux différents sports? Parce que voilà, t'as commencé par le judo et puis maintenant tu viens à commenter et la boxe et le MMA. Ouais. Donc comment t'es venu justement étape par étape justement ton chemin pour en arriver jusqu'ici? Bah écoute, après le judo, en fait j'ai arrêté le judo avec des circonstances un peu bizarres, hein. On était parti l'été au Sénégal avec ma famille, et on est revenu un peu tard, tu sais des fois tu rentres un petit peu plus tard, et ils avaient été un peu bizarres, on va dire, avec nous sur la réinscription. Ils avaient dit on verra s'il y a de la place, alors que je gagnais des D'accord. compétitions, que je faisais pas mal de choses intéressantes quand même, tu vois. Donc on l'a un peu pris avec mon père, et il a dit écoute, va faire d'autres sports, de toute façon t'es hyper actif, et tu sais comme j'étais au collège, j'avais l'AS collège, où tu payais 10 balles et tu faisais n'importe quel sport là. Donc moi je lui ai dit tu m'inscris à quasiment tous les sports, j'ai fait du basket, de la natation, etc. Ensuite, la même année, il avait un collègue à l'Alstom, parce que mon père travaillait à l'Alstom à Saint-Ouen, Mhm. et qui lui enseignait la savate. C'était Henri, le coach de savate à l'île d'Eben. Il m'a dit tu vas aller là-bas, tu vas aller faire un petit peu d'entraînement avec lui. J'ai fait l'entraînement de savate et puis ensuite en bas j'ai vu la salle de boxe thaï, j'ai vu Danny Bill, tout ça. Et là c'est révélation. J'ai dit ça y est, c'est bon. C'est ça, c'est ce que je veux faire. Il y avait des mecs de ma classe qui en faisaient déjà, Karim Aliwan pour ne pas le citer. Et Ouais. j'ai dit bah tu sais quoi, je vais faire ce sport-là en fait tout simplement. Donc à partir du moment où j'ai commencé la boxe thaï, ça y est, c'était il y avait pas d'autre sport dans ma tête. Même si j'ai fait un petit peu de foot, parce que tous les mecs de mon quartier faisaient du foot, mais ça me faisait pas kiffer. C'était la boxe thaï, donc là je suis resté dedans à 100%. Les entraînements, les combats, blessures rapides, très jeune, pas les croisés comme je dis toujours, mais quand même au genou. Et après, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à ce que tu fais parce que déjà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas spécialement de reconnaissance. Par contre, enseigner, ça me plaisait beaucoup. Coacher, accompagner, ça me plaisait beaucoup. Donc très très jeune, je me suis mis à accompagner Rachid Sadi, le coach de Muay Thai, donc pour Le être dans Ramdé. son coin, voilà exactement, être dans le coin pour m'occuper des boxeurs. Comme il a vu que j'étais à fond dedans, il me laissait m'occuper un peu des game plans, stratégies, comme je regardais tous les combats. Et voilà quoi. Donc la passion elle continue à grandir. Et puis après, Dieu merci, il y a eu l'arrivée d'Internet. Et moi, ça change ma vie, Internet. 2002, 2003, je sais plus, mais là, ça y est, t'as les combats qui sont accessibles de ta chambre. Je quittais plus ma chambre. Et combat sur combat sur combat, je découvre, même si je connaissais l'existence à travers les magazines, Fight Sport, Punch Mag, je connaissais les organisations de MMA. Mais là, je me prends le Pride en pleine gueule, en fait. Ouais. Mais vraiment, le K1, le Pride en pleine tête, Eurosport, tout ça. Et là, ça y est. Là, je suis à fond dedans. Je regarde tous les combats que je peux regarder. Je télécharge. On est sur des forums. Il y a une grosse communauté, donc on se parle. C'est une communauté internationale. Donc, je me perfectionne en anglais pour pouvoir discuter avec eux. Et voilà, je passe toute ma journée à faire ça. Toute ma journée à faire ça, parler de combat et tout. Et pour arriver donc jusqu'à aujourd'hui, ben c'est juste que le forum s'arrête. Et on se retrouve sans maison en fait pour parler de combat. Et à ce moment-là, il y a Twitter qui est en train d'exploser. Les gars me disent, nous on va sur Twitter, comme ça on est dessus, on discute. Et on va sur Twitter. Et sur Twitter, je rencontre le co-présentateur du podcast au bord du ring, Lucas Bourdon. Mhm. Très rapidement, on voit qu'on a les mêmes passions, donc on se dit, tu sais quoi, il me propose de faire un podcast, et je dis, vas-y, on y va. Et on s'est lancé là-dedans en 2018. Et le reste, ça m'amène là aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, t'as jamais pratiqué le MMA en tant que tel. T'as toujours Non. pratiqué que la boxe. La boxe thaï et le D'accord. kickboxing, ouais. J'ai jamais pratiqué le MMA. J'ai fait du grappling, je me suis mis un petit peu dedans. J'ai arrêté, je me suis remis dedans récemment, parce que ça m'aide pour commenter. Pour moi, c'est Bah oui. important. Hmm. Mais voilà, j'ai le MMA en tant que tel, non, jamais. Par contre, c'est un regret. J'aurais bien aimé pratiquer et surtout combattre. J'aurais adoré combattre en MMA. Qu'est-ce qui t'a empêché de combattre ou de pratiquer? Bah, quand j'ai arrêté de boxer, quand j'ai arrêté la compétition, que je me suis mis à coacher, comme tu le sais, coacher, ça prend énormément de temps.
Bien sûr. Je m'entraînais pas du tout sérieusement. On avait la salle, les Best Friends à Saint-Ouen. On a eu une période assez faste dans les années 2010 avec beaucoup de combattants professionnels. Donc ça prenait tout le temps. Ça prenait tout le temps et même si je pouvais m'entraîner avec eux et que j'étais en bonne forme physique, je savais que avec le boulot, parce que j'avais aussi un travail de bureau qui me prenait beaucoup de temps, c'était pas possible pour moi de faire des bonnes préparations. Et il y a une chose que moi j'ai toujours compris très jeune dans ma pratique des sports de combat, c'est que si je peux pas le faire à 100%, je préfère pas le faire. D'accord. Voilà. Ouais. Et moi, Oui, je je fais peux partie de comprendre ces tout à fait. gens, moi, c'est partie de ces gens-là qui sont pas spécialement talentueux. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et si je pouvais pas mettre ce travail-là, je savais que ça allait être compliqué derrière. Donc, pour moi, c'était pas une bonne idée. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un regret. Maintenant que je te dis ça, je me dis, j'aurais peut-être dû le faire à 70%, tu vois. Au moins, j'aurais pas ce regret-là dans la tête. Ah, et surtout que t'avais des clubs disponibles. Bon, t'avais déjà mon club, mais t'avais Ouais. aussi celui de Mamadou, Ouais, qui exact. était là, qui était pas très loin aussi. Donc, Bah, on il y s'entraînait avait des ensemble, ouais. passerelles en plus, je crois, entre le club de Mamadou et Mamadou Makasuba, Exactement. pour le citer. Ouais. Et Best Friend, je crois qu'il y avait des passerelles, non? Il y Ah avait oui, des il y gens avait qui des grosses s'entraînaient. passerelles. On s'entraînait là-bas, ils s'entraînaient chez nous. On préparait les combats ensemble, notamment Samir, Karim, il a préparé ce championnat du monde avec Mamadou et avec moi. Mhm. Et enfin, moi, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire Freezer, mais les gens vont pas comprendre. Fauzi. Freezer, Fauzi, Bertrand Fauzi. Voilà. Fauzi, pardon. Parce qu'on Fauzi. c'est vrai qu'on a tendance à appeler tout le Ouais. monde par les surnoms, Surtout à donc, Saint-Ouen, hein. À Saint-Ouen, exactement. on a tous un surnom à Saint-Ouen. Donc ouais, Fauzi, je m'occupe de son fils, d'ailleurs, Fauzi Adou, qui est mon élève, donc, en boxe Ouais. thaï et en kickboxing. Et tu sais qu'il a combattu aussi énormément, Adou. Donc, il y a eu plein de passerelles, et à chaque fois, je me disais, je pourrais le faire, je pourrais le faire. Et tu repousses, et puis, tu le fais jamais, au final. Ouais, ouais, ouais. Et donc tu t'es mis au grappling. Alors tu t'es mis à l'époque au grappling et tu dis que tu t'y es remis. La première fois t'étais dans quel club? C'était chez Mamadou. C'est pas, ça c'est pour ma curiosité personnelle, d'accord, C'était chez chez Mamadou, Mamadou. ouais, ouais. C'est- Et là tu as repris où? Ça dépend, des fois à la Snake, parce que je suis Ouais. juste à côté. Sinon, j'ai tout simplement un pote à moi, donc dans des salonnaires, j'ai droit à des petits Ok. cours particuliers, en fait, tout simplement. Bon, bah, ça c'est cool, c'est Ouais, cool. Ouais, ouais, la Snake avec qui? Avec Vadja? ouais, exact, ouais. 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 Vadja, on s'est affronté, on se connaît bien. Il y a que comme ça qu'on se connaît le mieux, c'est quand on s'affronte. On s'est affrontés tous les deux quand on était ceinture bleue. Au Ok. RVL Challenge. Je m'en souviendrai toujours en s'affrontant en finale. Tous les deux. Donc c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Puis depuis, on est resté en contact. Non, bah c'est cool, effectivement, c'est très bien. Et puis tu l'as dit tout à l'heure, t'es un bon analyste. C'est être un bon analyste, ça te permet de faire des commentaires de qualité, mais ça va aussi avec le métier de coach. Est-ce que toi, le fait d'avoir cette appétence pour l'analyse justement des combats, est-ce que t'as toujours senti que tu deviendrais coach ou est-ce que ça s'est fait par la suite par dépit? Non, j'ai toujours su. Franchement, j'ai toujours su très très vite. Déjà en judo, à la fin, j'étais beaucoup dans la démonstration. Donc on me prenait beaucoup pour dire tiens, faut que tu montes tel mouvement, faut que tu fasses ça. Euh, et après, en toute modestie, hein, sans aucune arrogance aucune, bah t'as des qualités, tu peux avoir des qualités de leadership naturellement qui font que bah, les 2 années que j'ai fait du foot, j'ai été capitaine. C'est des choses qui me sont venues assez naturellement, tu vois. Donc moi dans la boxe, comme je te l'ai dit, j'ai conscientisé très vite comment atteindre le haut niveau. Simplement, moi, mon corps, il me laissait pas atteindre le haut niveau. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je savais comment faire, en tout cas, et qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir atteindre le haut niveau. Donc, j'ai vite compris que si moi, je pouvais pas le faire, je sais que je pourrais, euh, je pourrais aider des gens à atteindre ce haut niveau-là. Donc, ça m'a vite pris, j'ai vite aidé, et c'est pour ça que j'ai commencé à coacher les jeunes au boxing. Je sais plus, ça devait être en 2003, je crois, en 2004, donc très rapidement. J'avais Ouais, c'est 20 ans. marrant, hein, tu sais que j'ai l'impression que voilà, quand tu finis coach ou quand tu commences à coacher tôt, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est au fond de toi, tu sais, Ouais. depuis le début, Ouais, tu ouais, ouais, vois. ouais. C'est une vraie passion d'aider les autres. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que pour être compétiteur dans des sports de combat, il y a une grosse part d'égoïsme, c'est important. Il faut Ouais. être dans ton truc. Et moi, j'ai toujours été très tourné vers les autres. Et je prends beaucoup, et j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à accompagner toutes ces personnes-là. Ouais. Donc, c'est comme ça que je me suis réalisé, en tout cas. J'ai reçu quelqu'un qui s'appelle Laurent Boucher, que tout le monde connaît, qui fait les formations Cutman, et qui est un Cutman légendaire français. Et qui le disait lui-même, tu vois, qu'il avait cette frustration de ne pas avoir eu une bonne carrière de boxeur, et il fallait absolument qu'il soit un excellent coach, et c'est ce qui me drivait aussi. D'accord. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même cette notion de frustration juste avant de pas avoir une carrière de boxeur, tu vois. Bien sûr, moi je l'aurais toujours. Ouais. Ouais, je peux pas mentir.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est dans les cheminements, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas fait une grosse carrière sportive en tant que combattant, tu vois. J'ai Ouais, combattu, forcément, il faut avoir fait de la compétition et tout. Mais je me suis toujours plus senti coach que combattant. Tu vois, comme ouais, je dis à l'époque, quand tout le monde voulait être policier, moi, je voulais être formateur de combat à la police. Tu vois ouais, ce que je ok, veux dire? ouais, J'ai toujours eu ce truc où je me suis dit non, moi, je veux être en retrait. Moi, je suis l'homme de l'ombre. Je viens, je ouais. coach les autres et tout ça, tu vois. Donc c'est marrant parce que c'est pas, tu vois, les cheminements peuvent être différents. Ouais, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Moi, j'avais quand même, non, j'avais cette ambition-là, hein, quand je m'entraînais durement, j'avais cette ambition, ouais, de combattre. Et puis je voyais les mecs de ma génération, les mecs de mon âge, atteindre des titres, atteindre le haut niveau. Donc, non, je vais pas te mentir. Oui, ça me frustrait. J'avais une petite frustration par rapport à ça, que j'ai rapidement réussi à mettre de côté, en faisant ces choses-là en tant que coach, tu vois. Moi, j'aime bien dire, oui, en tant que coach, je suis champion. Plusieurs fois, et, de France, d'Europe et du monde. Et ça me fait plaisir quand même. C'est des accomplissements. Bien sûr. D'ailleurs, à ton avis, est-ce qu'il pour être un bon coach, il faut être un grand athlète ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, pour moi, c'est pas un prérequis. Maintenant, c'est bien d'avoir touché, c'est bien d'avoir fait, pas Mhm. spécialement au plus haut niveau. Dans nos sports à nous, c'est vrai que il y a certaines choses que tu vas devoir avoir ressenti quand même pour pouvoir comprendre dans quelle phase ton combattant va passer. Mais t'as pas besoin d'avoir atteint le plus haut niveau. Il faut être analyste, il faut être très collectif, il faut être tourné vers l'autre. Il faut avoir très peu d'ego. C'est ça les qualités d'un bon coach en fait. Et puis après, il faut avoir beaucoup de patience. Ça c'est clair. Mais non, t'as pas besoin d'avoir atteint le plus haut niveau. Vraiment, c'est comment tu vas pouvoir t'occuper des autres. C'est des qualités c'est vraiment des savoir-être avant toute chose. Les savoir-faire, tu vas pouvoir les acquérir. Mais un coach, c'est beaucoup de savoir-être. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu parlais de la patience et de la psychologie aussi, parce que Ouais, chaque élève est différent et il faut les aborder de manière différente. Tu vas trouver les bons angles d'attaque, les bons mots, les bonnes émotions à mettre en avant, tu sais, pour pouvoir le pousser au mieux. Il y en a qu'il faut vraiment pousser, il y en a qu'il faut accompagner, il y en c'est a ça. qu'il faut, tu vois, c'est vraiment, c'est dur le métier de coach. C'est vraiment C'est très très dur. difficile. C'est très 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 difficile. C'est prenant. C'est plus dur. Être boxeur, c'est dur physiquement, mentalement, etc. Mais coacher, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu passes par tous les états. Ta frustration, tu peux jamais la laisser sortir. Et comme tu l'as dit, tu dois être psychologue sans avoir fait de formation de psychologie. Donc il faut comprendre, il faut avoir une science du comportement en fait humain pour comprendre tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est un métier qui devient populaire, mais c'est pas donné à tout le monde, vraiment. Ouais, ouais, je pense que tu sais, c'est comme, tu vois, je vais faire une corrélation avec la boxe, tu vois, mais un puncher, tu vois, tu nais puncher. Tu peux Ouais, travailler ton punch, mais ouais, tu nais puncher. ouais, Je pense que tu nais coach aussi, tu sais. Tu peux le absolument. travailler pour être un coach, enfin, tu vois, être un bon coach, mais je pense que t'as quand même cette appétence, tu vois, dès le début, quoi. Ouais, bah tu peux pas être coach et ne pas aimer ça. Tu vois, Oui, déjà, c'est de base. beaucoup trop compliqué. C'est trop prenant comme vie pour pouvoir faire ce genre de métier et pas aimer ça. Et puis oui, je pense que t'as raison. Ouais. Tu vas, si c'est quelque chose que tu kiffes pas, mais tu vois une opportunité et que tu rentres dedans, tu vas très vite atteindre un plafond. Très très vite. Mm. Ouais, et puis, tu dis c'est prenant, et puis, c'est ingrat aussi le métier de coach. Ah ouais. Parce que t'as dû vivre ça comme on l'a tous vécu. Tu sais, des gens que tu as accompagnés, avec qui t'as passé du temps, à qui t'as donné plein de choses, et puis qui ont Ouais. disparu du jour au lendemain, tu sais. Bah écoute, si tu veux, j'ai un rapport assez particulier à ça parce que c'est réel, c'est plus que réel et c'est frustrant, très clairement. Maintenant, je me suis vite détaché de ça pour deux raisons. La première, c'est que le RM boxing où j'étais, c'était beaucoup ça. On est tous partis et personne n'est parti euh, de façon fluide. Tu vois, à chaque fois il y a eu un peu de problème et on comprenait pas. Tu vois, nous on se disait bon Mm. bah écoute, en l'occurrence nous ça a été compliqué comme tu sais, on a ouvert le Best Friends à côté et donc il y a eu des petits trucs. Euh, donc cet exemple-là m'a fait me dire, il faut pas que dans ta tête, tu te dises que le boxeur t'appartient. J'ai toujours essayé de garder cette notion-là à l'esprit. Mm. Ceci étant dit, quand tu investis toute l'énergie que tu investis, et que pour des prétextes des fois très futiles, ton boxeur va te dire, bah, écoute, je vais partir, ouais, c'est un peu compliqué. Parce que, comme je disais des fois, et puis il faut prendre cette phrase avec des pincettes, pour beaucoup de compétiteurs, la victoire, elle leur appartient, et elle leur appartient à eux seuls. Par contre, la défaite, là, on veut bien la partager avec le coach, ouais. C'est clair, c'est clair.
Je suis d'accord. C'est pour ça, tu sais, on parle de sport individuel, le sport collectif, le sport collectif, tu vois. Moi, je préfère le sport individuel au sport collectif. Ouais, Pour moi une aussi. raison qui est simple. C'est que le sport collectif, t'as tendance justement à te reposer sur les autres. C'est ça. Tu vois, justement à donner la faute aux autres. Tu Ouais, sais, ouais, mais tu m'as pas fait la passe, oui, mais ceci, oui, mais cela. Dans le sport individuel, t'es seul avec toi-même. Mais en ouais. fait, le sport individuel, quand tu le réfléchis bien, c'est aussi un sport collectif. Oui, Tu sais? bien Sauf sûr. qu'on est juste seul après face au combat. Mais c'est un vrai sport collectif. On se construit en équipe, on se construit avec un coach et on se construit aussi en équipe avec nos partenaires. Sans partenaire, on va nulle part. Pardon. Ah, attends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça va Attends, couper. attends. Ouais, Ouais, c'est bon, t'avais tu coupé le m'entends? son, ouais. Ouais. Ouais, Non, vas-y. c'est clair, mais c'est un sport plus que collectif. T'es à entraînement avec tes partenaires, tu t'entraînes avec eux, les gars t'aident à te préparer pour ta compétition, tu fais des milliers d'heures de sparring avec eux. Tu peux pas les oublier quand tu vas à la compétition, quand tu vas au combat, ils sont là avec toi, tes coachs sont là avec toi, donc c'est un sport collectif. Tu dois garder quand même une part de d'ego, une part de personnalité qui va faire ta spécificité. Donc c'est dur de jongler avec ça et c'est la responsabilité du coach. C'est pour ça que c'est très difficile d'être coach. Parce que toi, tu vas avoir une salle, et je te dis le cas de figure relativement simple, tu vas avoir une salle avec 30 élèves et 10 compétiteurs. Mais c'est dur. C'est dur, c'est alors quand tu fais 100 élèves et j'en passe et j'en passe. Moi quand je vois les grosses salles en MMA, je me dis toujours mais comment ils font les grosses teams avec 30 compétiteurs, 15 qui sont à l'UFC, 10 qui sont dans la MKT de poids. Ah bonne chance hein. Ah, c'est compliqué de faire du cas par cas, hein. Alors que c'est en plus des sports qui impliquent le cas par cas. Tu vois, maintenant, moi, j'enseigne le jiu-jitsu brésilien, seulement Ouais, à 100%, là ouais, où j'enseignais le MMA. C'est plus facile parce que faire des game plans, t'as pas besoin. ouais, Là, tu vas ouais, affronter 5, 6, 7 personnes différentes, tu sais. Donc finalement, tu capitalises sur ce que toi tu sais faire plus que sur ce que l'autre va t'apporter. Tu vois, tu ne travailles pas pour l'autre, mais tu travailles pour toi. Tu ouais, vois, pour améliorer tes compétences intrinsèques. Tu vois, mais c'est vrai que dans le MMA, cette notion de game plan, de devoir analyser les combattants qui sont en face, même en boxe, hein, tout ça, c'est vrai que plus tu as de compétiteurs, plus tu as d'échéances et plus des gens travaillent en même temps, et plus c'est compliqué de trouver ouais. des sparring qui ressemblent. Tu vois, c'est pour ça que je comprends les clubs comme Nicolas Haute par exemple, qui prend très peu de personnes. Ouais. Tu vois, qui va choisir de recentrer sur 4-5 combattants véritablement avec des gens autour, mais qui s'occupent pas plus allez, on va dire de 5 combattants, comme le fait Trevor Whitman aux Exactement. États-Unis, par Ouais, exemple. ouais. Tu vois, je le comprends tout à fait. Maintenant, le modèle économique de ça, c'est pas toujours évident aussi, tu vois. Bah c'est le problème, c'est de savoir comment tu vas. Pour un mec comme Trevor Whitman, ça va fonctionner. Parce que bon, quand t'as eu 3 champions simultanés, j'imagine que ça va, tu vas faire rentrer un pourcentage correct. Mais c'est vrai que c'est particulier parce que, tu vois, au Best Friends, avec Bobby, ça a toujours été notre approche. J'ai dit, on a eu une année 2010, on avait 6 classes A qui préparaient le championnat de France en même temps. Alors c'était cool, hein. Le samedi, c'était la guerre, les sparring, tout ça. Et au final, on a eu qu'une seule défaite sur tous les mecs qui étaient engagés. Mais on est sorti de ça rincé. Ouais, c'est ça. Rincé derrière, tu vois. Et on a dit, mais plus jamais. Tu vois, on s'est dit plus jamais, en fait. Ça y est, c'est tombé. À partir de là, je te dirais même qu'on a décliné progressivement, tu vois. On a gardé que Moussa, comme classe A, Moussa Dembélé. Vraiment, pour pouvoir s'occuper du à 100%. On a eu, après, quelques jeunes et tout, mais là, on s'est dit, en fait, nous, on aime bien être petit, quoi. On va rester petit. Ça nous va. Bon, enfin, Best Friend petit, c'est quand même 30 personnes dans une salle Ouais. qui peut en contenir 15. Ouais, c'est clair. Ah, C'est compliqué. la salle de Tommy Smith, elle est compliquée. Elle est très Donc, des compliquée. fois, je me dis, les résultats qu'on a eu avec ça, franchement, c'est fort. Il faut se lancer des Ah non, mais fleurs, des c'est fois. vrai. Non, mais je le dis parce que voilà, il le dira pas, mais parce que j'ai donné des cours dans cette salle et c'est vrai que c'est une micro salle et c'est en plus c'est même pas une salle de boxe, Ouais, c'est des tatamis au sol ouais. avec quelques potences pour accrocher des sacs et d'avoir sorti effectivement des Sekou et des Demba Dembélé, tu vois, c'est quand même très fort, c'est quand même très fort. Ouais, il a fallu travailler. Après, quand t'as ta méthode de travail qui nous vient, on se connaît tous depuis longtemps, donc tu arrives à l'appliquer. C'est vrai qu'on a 3 sacs pour travailler, mais bon, voilà. Comme tu le sais très bien, la salle, le matériel, c'est important, évidemment, mais la qualité des gens qui sont dans la salle, elle va être plus importante. Ouais. Je suis d'accord. D'ailleurs, tu parlais des salles de boxe à Saint-Ouen, mais tu sais, j'ai beaucoup aimé ce respect de la localisation, tu sais, de chacun son espace. Parce que là, tout à l'heure, je racontais un peu ma vie comme d'habitude. J'emmène mes enfants à la capoeira, Ouais. au nouveau gymnase, à l'Ismia. Ah Et oui. juste Ouais. après, t'as Sekou et Demba qui donnent leur cours. Ouais.
tu sais. Ouais, ouais. Et donc ils ont véritablement insisté pour être là, pour ne pas empiéter ni sur Bobby justement avec Best Friend, ni sur Rachid avec le RMB. Ouais. Tu sais, pour que chacun ait son Ouais, voilà. lieu, chacun donne ses cours et puis voilà, il y a du respect en fait entre les clubs justement à Saint-Ouen là-dessus. Ouais, ça c'est quand même c'est quelque chose d'important. Il y a pu avoir des frictions, ça c'est sûr. Nous on a eu des petites frictions avec le judo. Ça a duré quelques temps, mais ça a fini par se régler. Mais en règle générale, tout le monde se respecte. Tout le monde se respecte. Chacun travaille avec ce qu'il a à travailler. C'est une ville très populaire, comme tu le sais. Moi, même si j'y habite plus, je me revendique toujours de cette ville. Mes parents y habitent. Ma mère est impliquée, comme tu le sais aussi, dans le système municipal. Donc, On a partagé des combats avec ta mère, voilà, effectivement. exactement. Donc non, moi, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive à faire dans cette ville. Pour le moment, en tout cas. Ouais. Et c'est ce que, je sais pas si, enfin, tu t'as dû te dire la même chose, mais c'est quand même avec le peu de moyens qu'on donne au sport, parce que c'est vrai qu'on donne pas énormément de moyens Ah bah non. au sport à Saint-Ouen par rapport à d'autres villes. Ouais. On a quand même sorti de grands champions. C'est un truc Tu de sais, fou. on est une ville de sport sans Ouais. moyens, c'est un truc de fou. C'est j'ai toujours le talent qu'il y a dans cette ville et comment on a réussi à travailler à transmettre ces talents-là, c'est quelque chose de très fort. Ça fait 30 ans vraiment que on arrive à faire des résultats, à faire des choses dans tous les domaines. Hein. Les mecs je sais que les mecs du hockey sur glace, ils ont toujours des résultats. Ça fait 20 ans qu'ils ont des résultats, tu vois. Enfin, c'est ouf quoi. Ah, plus maintenant malheureusement, Ouais, bah, mais plus de va falloir patinoire. les fermer. Il y a Ouais. plus de patinoire, mais en tout cas, avec très peu de moyens, comme tu l'as dit, on a toujours fait des choses intéressantes. Donc ouais, on vient d'un bel C'est environnement. C'est pour ça que je le revendique tout le temps. C'est pour ça que dès que j'ai l'occasion de le dire, je le dis en fait. Parce que moi, je suis très fier de cet environnement-là. C'est vrai, et malheureusement, on est en train de le perdre. C'est très Par contre, dommage. ça, c'est aussi une réalité. On va pas rentrer trop dans le Non, détail de ça, non, mais c'est vrai. mais c'est vrai qu'on est en train de le perdre. Ce Ouais, qui faisait, en fait, notre force, est en train de s'évanouir au fur et à mesure du temps. complètement. Bref. C'est dommage. Ouais. Euh, et voilà. Donc, t'as déjà répondu à pas mal des questions que je voulais te poser. Et justement, et après, tu m'as dit que t'as rencontré donc Lucas au bord du ring pour créer ce podcast au bord du ring. Ouais. Ça vous est venu parce que vous aviez plus d'endroit pour parler, mais effectivement, comment passer quand même ce cap de on va en discuter entre nous, on est sur Twitter, on débat et tout ça, et puis un jour on se dit tiens vas-y viens on prend un micro et puis on commence à parler. Ça vous est venu comment ça en fait? Bah, en fait, il avait déjà évoqué la chose une première fois. Mais j'avais dit, ouais, je sais pas trop si j'ai envie de faire du podcast. Euh, à ce moment-là, j'écoutais même pas de podcast, moi, tu vois. Donc, Mhm. je me dis, ouais, bon, je sais pas trop. Je suis beaucoup littéraire, donc j'aimais bien lire les articles. Bloody Elbow, MMA Fighting, compagnie, tous les articles qui sortaient, je les lisais. C'est une grande chance, quand t'es dans cette passion-là, c'est une grande chance d'être bilingue, c'est très bien, ça te permet de vivre ta passion à 100%. Après, on en parlait sur Twitter, donc au final, tu te retrouves à toujours parler avec les mêmes 6, 7, 8 personnes. On avait un petit groupe de Français, dont un qui nous a répété plusieurs fois, ouais, non, mais c'est vraiment, si vous faites le podcast, ce serait cool. Et la genèse du podcast, elle se fait vraiment en une journée, quoi. Un jour, il me dit, non, mais viens, on le fait vraiment. Je dis, vas-y, moi, je suis chaud. Et ma réponse a été, tant que je fais rien, c'est bon. Tant que je viens pour parler, vas-y. Je suis ok. Et il a tout géré. Il a géré la mise en place, le truc, on a décidé sur quelle plateforme on allait travailler, etc. Et je crois que le lendemain, on a enregistré notre premier épisode. C'est parti D'accord. vraiment comme ça. Donc il y a pas eu de vraie discussion en mode mais comment on le ferait, etc. C'est non, vas-y, viens, on branche un micro et on parle comme on le fait d'habitude sur Twitter, quoi. Je crois que je découvre sa voix à ce moment-là, je crois. Ou je crois qu'on s'était peut-être déjà vu avant pour un Glory, je sais plus. Mais sinon, je crois que j'entends sa voix là. D'accord. En fait, vous faisiez que communiquer à l'écrit Ah, et suite à que ça. à l'écrit, ouais. On n'avait même pas de numéro de téléphone, c'était Twitter, c'est tout. Putain, vous avez pris un risque. Imagine, il y en a 20 de vous deux qui avaient une voix improbable. Ouais, une voix aiguë et tout, tu vois. Ouais, c'était ouf. Surtout qu'en plus, surtout qu'on voit pas vos visages. Vous êtes en Ouais, audio seulement. on a toujours fait de l'audio, ouais. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'on va passer un cap. Mais on est deux flemmards, hein, Lucas et moi. C'est chaud. Ouais, bah tu sais, nous on a passé le cap de la visio, enfin de se filmer tardivement aussi, hein. Ouais, ouais. Parce qu'en fait on pouvait plus cacher nos visages, on avait fait le MMA quiz et on s'est dit bon bah allez, quitte à ce qu'on nous voit une fois, autant qu'on nous voit toujours quoi. Ouais, et puis quand on se lance dans le podcast, parce que c'est pas très longtemps après nous que t'as sorti ton podcast, bon à l'époque c'était pas nécessaire en fait de montrer son visage, je crois qu'on était un peu tous en Hmm. audio. Samir et Omar, Octogone étaient en audio aussi, tu vois, donc
on faisait un peu tous de l'audio, c'est venu avec la nouvelle génération, ouais, de montrer son visage, tout ça. Et puis moi après, passer RMC et compagnie, bah c'est bon. Quand tout le monde commence à connaître ton visage, autant le faire à chaque fois, quoi. Ah, voilà, tu vois, c'est la même chose. C'est à partir du moment où on te voit, tu te dis, bon, bah, allez, maintenant, j'ai plus rien à cacher, quoi. Et encore, vous avez pas pris Ouais, de voilà, c'est ça. pseudonyme. C'était vos vrais noms dès le départ. Ouais, même si c'est un surnom, Baba, mais c'est devenu mon Oui, prénom. De ouais. toute façon, c'est à Saint-Ouen que je m'appelle Baba, Euh, tu vois. Et Bah, bien sûr. Tu sais tu quoi, vois, comme je tu le découvre sais. que t'as un autre nom, tu vois. Donc ouais, ouais. Lucas, par contre, ouais, il a mis son nom, direct, ouais, Lucas Bourdon. Donc, on est parti là-dessus. Ouais. Et à la base, c'était vraiment, il y avait vraiment l'idée dès le départ de parler de boxe et de MMA ou c'est venu après? Non, non, on parle de tout. En fait, quand je rencontre Lucas sur Twitter, je me dis, je découvre un dégénéré comme moi, en fait. Tu vois, parce que Lucas, moi, je regarde de tout. C'est-à-dire que je regarde de la boxe anglaise, je regarde de la boxe pied-point, je regarde du MMA, mais en vrai, je regarde de tout. Je peux regarder du sumo, je peux regarder des combats dans des arènes bizarres. Enfin, j'aime vraiment beaucoup tout, et je tombe sur un mec qui est comme ça. Il me dit, maman, n'oublie pas de regarder le sumo, il y a ça de... Je dis, putain, incroyable, il est comme moi, lui, en fait. Quand il y a les championnats du monde de judo, on regarde, les JO, on regarde, on se retrouve à regarder de la lutte olympique, tu vois. C'est pareil, il n'y a pas tout le monde qui va regarder ça, donc très rapidement, quand on lance au bord du ring, on se dit, on va parler de tout. Viens, on parle de tout, en fait. S'il y a de l'actualité, on parle. C'est pour ça que nos premiers épisodes, c'est n'importe quoi. Ils font 2h30. Tu vois. C'est ni fait ni à faire. Mais je sais que t'es sur du Ouais, format long, toi aussi, donc, tu vois. Là, je parle avec un mec mais qui est oui. comme moi. Tu vois. Mais c'est exactement ça. C'est que finalement, tu sais, quand tu parles avec la passion, en fait, tu parles pendant des heures. Tu Exactement. vois, c'est vraiment ça. Tu sais, tu vois, nous, par exemple, c'est parti de quoi? C'est parti de, on parlait, tu sais, on a découvert que tu pouvais pas appeler plus de 3 heures quelqu'un. Au bout de 3 heures, le téléphone, il coupe. Ouais, voilà. Tu vois? Mais parce qu'on était là, on parlait de l'UFC pendant 3 heures, et puis en fait, ça coupait, machin, et puis un jour, on s'est dit, eh, viens, au lieu d'en parler entre nous, viens, et puis on entendait ce qui se faisait. Ouais. On se disait, ah, tiens, c'est marrant, ils ont pas parlé de ça. Ils ont pas pris cet angle-là, ils ont pas parlé de cet aspect psychologique et tout ça. Et on s'est dit, bon, bah, au lieu d'en parler que nous ou avec notre cercle, viens, un jour, on lance un podcast et on y va. Tu vois, mais c'est pareil, tu vas faire enfin, moi, je sais, et je pense que c'est pareil pour toi. Et toi, tu dois te faire violence parce que maintenant, tu travailles sur RMC et donc t'as une temporalité à tenir, tu Ouais, vois. ouais. Mais quand on te met pas de limite, c'est dur de t'en mettre une. Ah non, tu C'est veux très pas. compliqué de se mettre une limite. Tu veux pas parce que c'est frustrant. Tu vois, ce week-end, j'ai enregistré un épisode que j'attendais beaucoup. Puisque j'avais des gars du One avec moi, Nabil Anan notamment, Sami Salah et Mehdi Zatou. Sauf que moi, là, il n'y avait pas de producteur, c'était un dimanche. Donc j'étais un peu tout seul. Donc là, tu peux Ouais. me déborder. Mais sinon, t'as quelqu'un dans ton oreillette qui dit, hey, pourquoi tu relances une question, là? Ça fait déjà 50 minutes. Tu vas te calmer tout de suite, en fait. Tu vas lancer le générique. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant parce que le format est différent. Donc quand on est sur ABDR, le principe de base au bord du ring, c'était qu'on reste nous-mêmes, donc on fait ce qu'on veut, quoi, tu vois. Lucas, il est très tranchant. Lucas, s'il veut démonter quelqu'un, il va te le démonter, hein. Sans Ouais. aucun problème, tu vois. Et c'est le ton qu'on a. Donc c'est vrai que il y a une légère différence entre le Baba qui bosse sur RMC et celui qui est sur au bord du ring où, là, au bord du ring, moi, je suis dans mon salon, hein. Je suis dans mon salon en caleçon. Je discute comme j'ai envie de discuter. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui veut pas écouter, il aura mon analyse très froide sur RMC, tu vois. Sans aucun problème. Je comprends. Donc en fait, ça veut dire que toi, dès le début, enfin tous les deux, dès le début, vous aviez pas cette logique non plus de de rentrer dans les cases de ce qui fait que ça marche, tu Ouais, pas du sais, tout. et voilà, et que ça vend et que ça fait des milliers enfin d'auditeurs quoi. Que- Pas du tout, parce que comme je disais, déjà, faire un podcast avec quelqu'un que j'apprécie autant, moi, pour moi, j'apprécie juste le moment pour ce qu'il est. Comme tu l'as dit, ça pourrait être au téléphone que lui et moi, en fait. En fin de compte, on le fait avec des gens qui écoutent. On n'a jamais visé les milliers de vues et les milliers d'abonnés. Et puis, c'était presque c'était arrivé, en plus, ça arrivait à un moment de ma vie, sans rentrer dans les détails, où c'était presque une thérapie. Donc, Mhm. moi, c'est un moment dont j'avais besoin dans ma semaine. Voilà, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de... C'est un moment où j'étais un peu plus renfermé sur moi-même, donc c'était un moment où je pouvais parler pendant 2 heures avec un mec de combat, de la chose qui me fait le plus kiffer. Et quand je terminais ces épisodes-là, bah, j'étais complètement requinqué. J'étais bien, j'étais heureux, j'étais content et était remotivé pour faire autre chose. Donc, les circonstances de la création de ce podcast font que ce sera jamais un podcast pour faire du chiffre, tout simplement. C'est ça. Parce qu'il est pas pensé comme ça. Voilà, c'est pas possible. Il y a même pas de constance. On peut enregistrer un épisode et pas en faire pendant un mois. Tu vois. Ouais.
Là, on en a pas fait depuis, je sais plus, 2 semaines peut-être, quelque chose comme ça. Et puis là, quand on se donne rendez-vous pour un podcast, Lucas et moi, en règle générale, c'est 15 minutes avant. Tu fais quoi? D'accord. Là, je suis chez moi et toi, t'es chez toi? Vas-y, on fait un podcast, allez, c'est parti. On parle de quoi? Bah, il y a eu ça, ça, ça. Et on y va, quoi. Ok. Ouais, non, nous, il y a un peu plus de, C'est strict. de préparation, on va dire. Ouais. Mais c'est parce que je suis un peu, tu sais, tu sais, moi, j'ai besoin de préparation. Ouais. Tu sais, j'entendais, j'ai écouté une interview de toi, justement, pour me nourrir un petit peu. Je le fais souvent, tu sais, quand Ouais. j'ai la possibilité. Tu disais que toi, tu sais, tout était déjà dans ta tête, Ouais. bien carré, bien codifié, et que voilà, si on pensait sur un sujet, en fait, tu savais retranscrire tout ce que tu avais vu une première fois, tu savais le retranscrire directement. Ouais, Moi, exactement. je fais partie de, tu vois, tu dis, il y en a qui ont besoin de prendre des notes. Moi, je fais partie de ceux, quand même, qui ont besoin d'avoir un cadre, d'avoir des notes, d'avoir, tu vois, d'ailleurs, moi, c'est pas des notes, c'est un bouquin que j'écris à chaque podcast, tu vois, Ouais. c'est fou. Ouais, c'est clair, tu vois, tu vas avoir besoin peut-être de coucher sur papier. Et ça dépend. Tu vois, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très spontané, même pendant mes études. Mais comme je disais dans l'interview que j'avais donnée, c'était avec Landry, où, chacun, ses pouvoirs magiques, et moi, c'est le mien. C'est comme ça, tu vois. Je suis né comme ça, en fait. Je peux mémoriser facilement, régurgiter facilement, j'ai pas besoin de bachoter, j'ai jamais eu besoin de réviser, tout ça. Euh, le truc, c'est que, là, tu vois, quand j'ai présenté mes premiers Fighter Club, là, après le départ d'Alex, il y a une petite pression. Tu ressens une petite pression. Là, je me suis dit, putain, faut que j'écrive, là. Attends, quand même. Là, c'est chaud, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est que toi, par exemple, dans le podcast, t'as le rôle de Rolly, tu Ouais. sais. T'es tranquille. C'est-à-dire que tu viens, tu poses ta voix, tu poses ton texte. T'es Tu vois ce que je veux tranquille. dire? Bah oui. C'est un peu ça. Quand tu dois cadrer la chose, borner les choses, et C'est pas essayer pareil. de mettre en forme les choses, c'est pas pareil. T'es obligé de le C'est pas prévoir. pareil. Même si derrière, après, tu vois, c'est spontané. Tu vois, les notes que j'ai prises, je les lis presque pas. Tu Ouais, vois ce que ouais, je veux dire? ouais. Je m'y raccroche. Mais t'as quand même t'as besoin d'avoir un travail. Bien sûr. Tu vois, d'avoir un travail, d'avoir une accroche, d'avoir ton introduction. Et je l'ai ressenti sur ton premier épisode, parce que je l'ai écouté, Ouais. bien sûr, ton premier épisode sur RMC, où le démarrage, tu sais, on sentait que c'était pas quelque chose où t'étais habitué, Ah, tu pas vois, du de le tout. faire. Pas du tout, Et parce après, quand que, t'étais lancé, c'était après parti. ça va, tu vois. Mais là, c'est pas pareil. T'es obligé de faire une intro. T'es obligé de faire une intro froide. Donc, t'es obligé d'avoir quelque chose de préparé, de la lire un peu. Mhm. Et je suis pas comme ça, tu vois, normalement. Je suis pas comme ça. Donc, là, ça me faisait bizarre. Ça me faisait bizarre. J'avais l'impression de foirer le truc. Je me disais, ah, putain, c'est bizarre, je suis en train de lire et tout. Et puis, tu sais, c'est codifié. Tu vois, le Fighter Club, il est codifié. T'as une première intro, t'as une cloche, t'as une deuxième intro, et puis ensuite on lance l'épisode, tu vois. Mais je me foire complètement d'ailleurs, hein. Le producteur dans mon oreille, il me dit, mais t'as oublié la cloche. Je dis, merde, je fais l'intro entière, tu vois, comme ça, sans... donc ouais, c'est particulier comme rôle. J'ai eu plein de messages positifs, et c'est super gentil à tout le monde. Maintenant, si je dois être honnête avec toi, Thomas, c'est que, oui, je préfère mon rôle de consultant. Moi, j'arrive 5 minutes avant l'épisode, les mains dans les poches, j'ai vu tout ce qui s'est passé le week-end, c'est dans ma tête, let's go, quoi, tu vois. Et puis Alex, il me connaissait tellement par cœur, je savais comment il allait me lancer. On s'est jamais Oui. concerté pour un épisode, Alex et moi, en 1 an et demi. Jamais. Ça a toujours été un message WhatsApp la veille. En fait, demain, on parle de ça. Ok. Et puis derrière, il me laissait complètement spontané. Moi, je savais pas comment il allait aborder les choses. Mais dans ma tête, je me disais, il va le structurer comme ça, lui. Donc moi, faut que je travaille Oui. sur, faut que je fasse attention sur ce point-là, mettre l'accent sur ce point-là, etc. Et ça collait. Quand c'est toi qui es dans ce rôle-là, de devoir gérer la trame du podcast, parce que toi, tu as une trame en tête. Tu voudrais que ça se Mhm. passe de telle manière. Tu voudrais qu'on aille de ce point A à ce point B. Ah, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Ouais. Ouais, et puis tu parlais de bien connaître la personne avec qui tu fais justement le Ouais. podcast. C'est important. Tu vois, là, tu savais avec Alec comment ça se passait. Ça a l'air de bien coller avec, comment il s'appelle? Avec Anthony, ouais. Ah, Anthony, ouais. pardon, excuse-moi. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms. Ouais, faut te dire. Donc ça a l'air de bien coller. Ouais. Nous, la complicité avec Seb, c'est très bien aussi avec Rolly. Ouais. Donc on se connaît depuis toujours. C'est sûr que c'est plus facile quand c'est comme ça. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, il y a Julien Casier qui est sur Winamax Ouais. et qui là a pris aussi récemment, tu sais, de temps en temps la tête du podcast, tu vois, Ouais. Ouais. le rôle de présentateur. Là, on sent qu'il commence à s'y faire aussi, mais tu sentais dans les premiers, et je lui en ai parlé bien sûr juste après aussi, que lui aussi, quand il a découvert l'exercice, il s'est rendu compte de la difficulté en fait Ah ouais? d'être là, d'être la personne qui distribue la parole en fait, qui Exactement. cadre tout. C'est différent, c'est complètement différent parce que dans mes interviews, Baba Versus, moi c'est une conversation, je suis tranquille. Les Mhm. mecs, je les connais par cœur. Je connais leur carrière. Je sais ce que je veux leur faire dire. Donc c'est très simple à faire. Là, c'est une émission. Un podcast, c'est une émission en fait.
on vulgarise le truc. Tu vois, même toi, tu viens, tu dis que tu fais un podcast. Ce que tu fais, c'est de l'émission. Ce que tu fais toi aujourd'hui, c'est des et je vais le dire sans aucune exagération aucune, c'est des choses que des mecs comme Ardisson pouvaient faire il y a 20 ans. Sauf que c'était filmé à la télé, etc. Donc toi, dans ta tête, tu dis ça, je suis dans mon salon, je fais un podcast. Mais c'est une émission que t'animes, en fait. Quotidiennement. Enfin, hebdomadairement, pardon. Et c'est pas un exercice facile. C'est pas un exercice qu'il faut minimiser. C'est pas parce qu'aujourd'hui on peut le faire avec des moyens simples de communication que c'est pas un exercice compliqué à faire. Et ce rôle-là, comme tu l'as dit, de présentateur, de savoir distribuer la parole au bon moment, de savoir réaliser que là peut-être on est en train de dévier du cadre, il faut revenir un petit peu, tu vois, etc. Chose qu'on ne faisait pas à BDR. Encore une fois, à BDR on s'en fout de digresser complètement en fait. C'est pas grave, tu vois, nous on se laissait porter par la discussion. Que là t'essaies d'avoir une trame. Encore une fois, c'est pas simple. Quand j'ai fait l'interview de Patrick Abiroa, c'est pas facile à le cadrer un mec comme lui, hein, tu vois, parce que lui, tu vas lui poser une question, il va te faire une réponse de 5 minutes. Tu vois, et puis il va partir d'un truc, de là, il va revenir, bam, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup laisser les gens s'exprimer. Il faut leur laisser la place de s'exprimer. C'est lui qui est là pour ça, c'est pas moi. Donc encore une fois, c'est pas facile. Parce que à la fin de l'interview, tu te dis, est-ce que c'est pas un petit peu parti dans tous les sens là? Et t'attends de voir comment le public va le recevoir, en fait, tout simplement. Ouais, mais à la fois, des fois, en laissant la personne s'exprimer un tout petit peu, des fois, il va t'apporter juste une chose sur laquelle tu vas pouvoir rebondir, ce que tu n'aurais C'est pas vrai. eu si tu l'avais cadré trop tôt. C'est Tu vois, et totalement c'est vrai. pour ça que j'aime bien les interviews longues aussi, Ouais. parce que moi aussi, c'est pour ça que ces interviews-là, j'ai choisi de les faire longues, c'est parce que je veux laisser aussi la personne s'exprimer. C'est pour ça que je te dis que la trame, en fait, je la suis presque plus, parce qu'après, Ouais. je m'y raccroche de temps en temps, mais finalement, je ne fais que rebondir sur les personnes, sur ce que dit la personne, tu vois. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu découvres la personne différemment des autres interviews justement où il cadre un peu trop. Tu Ouais. sais, où c'est trop borné, où tu poses ta question, tu me donnes ta réponse, je te repose la question, Ouais, tu me voilà. donnes la réponse. Si je vois que tu débordes, je te dis attends, on va passer à autre chose, tu vois. Mais au final, la personne, tu l'as frustrée. Puis même en même temps, elle est pas à l'aise, tu vois. Exactement, Donc, exactement. Et puis même, le public, je sais pas s'ils vont vraiment aimer ça, quoi. je suis d'accord. Je Ouais. suis d'accord. Et donc tu disais que tu préférais le rôle de chroniqueur, enfin en tout cas d'intervenant. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est toi qui as fait la demande, par exemple à RMC, si on passe sur RMC, c'est Ouais. toi qui as fait la demande de prendre en charge, parce que à la base, dans la transition, quand Alex il est parti, le présentateur, ils avaient annoncé, Ouais. comment il s'appelle? Charles. Voilà, j'ai une C'est très Charles mauvaise mémoire Chevalier, des ouais. noms. Ouais. Ouais. Charles Chevalier. Et puis Ouais. finalement, très rapidement, après, tu as repris, t'as repris la chose. C'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est quelque chose qu'on t'a proposé de faire Euh, ou c'est parce qu'il y a, enfin, comment ça s'est passé? Bah en fait, j'ai pas réellement repris la direction, la présentation du Fighter Club. C'est juste des circonstances en fait. C'est-à-dire que quand D'accord. Alex il a terminé, Charles il s'est retrouvé en vacances. Tout simplement en fait. Ok. Donc on a fait l'épisode avec Charles, on en a fait un ou deux, je sais plus. Ensuite il s'est retrouvé en congé. Sauf qu'on avait prévu des Fighter Club, donc ça s'est fait naturellement en fait. Si tu veux, même moi j'avais pas réfléchi. Parce que tout simplement je connais pas les vacances de Charles quoi, tu vois. C'est juste qu'à un moment quand on a prévu les prochains épisodes avec les producteurs, on s'est dit ok on va parler de ça et de ça. Et puis je dis attends mais y a pas Charles en fait. Et donc dans ma tête je me dis ok donc c'est moi qui vais le présenter celui-là. Et ça se fait comme ça. Et il se trouve en plus que les deux premiers c'était l'UFC avec Manon et le Mhm. KSW avec Saladin Parnas. Donc ça va, c'est cool parce que chronologiquement, le premier qu'on a enregistré, c'est celui avec Manon. C'est un sujet que je connaissais par cœur. J'avais bien bossé, donc c'était pas compliqué. Et avec Anthony, on avait bossé ensemble toute la semaine, parce qu'on a fait le KSW ensemble. Donc on avait eu le temps. En fait, on l'a préparé sur une semaine cet épisode, lui et moi. On discutait, on se parlait, on était le week-end ensemble à Lyon, donc on a pu en parler tranquillement. Puis après, Saladin, comme on se connaît un petit peu, parce que c'est la deuxième fois qu'on le recevait. Et Match était là aussi, même si on le montre pas. Mais ça va, c'était relativement simple, tu vois. Donc non, c'est pas une décision. Déjà, c'est pas une décision de ma part. Et puis en plus, c'est pas une décision qui a été prise. Alors, aujourd'hui, et comme ça, c'est bien qu'il me donne l'occasion de le dire. Le présentateur aujourd'hui du Fighter Club, c'est Charles. C'est juste D'accord. que je vais en faire pas mal parce que Charles, il a beaucoup d'autres choses dans son assiette, comme on dit. Il fait notamment la cage avec Taylor et Antoine. On le sait pas, mais Charles, c'est aussi un chef d'édition, un producteur, donc il fait beaucoup de choses en coulisses. On le voit pas. Mais sur les soirées que vous regardez le samedi, notamment l'Hexagone, tout ça, souvent c'est Charles qui est derrière tout ça en fait, qui est en train d'organiser les choses en coulisses et tout. Donc il a beaucoup de boulot. Ça fait que effectivement il y a pas mal de Fighter Club que je vais pouvoir faire. Et c'est pour ça que je me dis que bah, je vais devoir
me créer un rôle hybride. Faut que j'apprenne à me créer un rôle hybride, en fait, où je vais être entre le présentateur et le consultant. Pour faire les deux choses que j'aime bien. D'accord. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que par contre, en tant que présentateur, tu peux te laisser aussi une part C'est pour ça. faire ton rôle de consultant aussi, tu C'est vois. ça. C'est-à-dire que tu peux donner ton avis, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai toujours aimé, en tout cas, dans le Fighter Club, c'est que le présentateur n'est pas que présentateur. Tu vois, Ouais. il est aussi là pour apporter sa pierre à l'édifice, entre guillemets. Ouais, c'est important, il faut qu'on puisse apporter, on est tous des passionnés, Alex c'est un ultra passionné, Anthony l'est aussi, donc Charles il aime beaucoup tout ça aussi, donc tu vois, on essaye d'apporter quelque chose aussi, on n'est pas juste là pour lire des lignes, et chacun doit apporter sa pierre, et c'est ce que je leur dis à tous, j'ai pas, certes j'ai pratiqué, plus que ces gars-là, beaucoup plus, mais après on est juste des passionnés, on est tous des passionnés, et il faut pas hésiter à donner son avis, c'est pas parce que t'es présentateur, journaliste ou je sais pas quoi, on en parlait hier, il y avait un space sur Twitter avec les gars qui se font appeler le noyau dur. Tu sais, sur Twitter, Mhm. ils font des spaces maintenant les lundis soirs. Il y avait Alex qui était là, qui en parlait. On disait, on est comme vous, mais avec un micro, hein, c'est tout. C'est pareil. Hein. Oui. Et je l'ai vu passer, je me suis pas connecté, j'ai hésité à me connecter, mais j'étais avec ma femme, on était devant le sixième élément, le cinquième élément, pardon. Le sixième élément, je l'ai pas encore sorti. Ouais, Mais donc j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. très bon choix. Moi, j'aime Donc beaucoup voilà. ce film. C'est un film sous-coté, je trouve. Exactement. Et vu qu'on est sur RMC, je voulais te poser la question un peu plus tard, mais comment t'y es venu à RMC en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui t'a conduit? Comment t'es passé de bord du ring à RMC? Alexandre Herbinet. Alexandre Herbinet qui écoutait au bord du ring. C'est un tellement passionné qu'il écoutait au bord du ring. On s'est suivi sur Twitter. Donc, on s'échangeait de temps en temps. Et donc, je dirais que c'est lui et Jonathan Macardy à l'époque. Et, sachant que Joe et moi, en plus, la première fois qu'on avait discuté, c'était à l'époque du combat entre McGregor et Mayweather. On avait Ouais. discuté sur Twitter. Lui, il était à fond pro Conor. Et donc, alors moi, je disais, arrête de dire des trucs de fou, quoi, tu vois. Conor, il va le mettre KO, je sais pas quoi. Enfin, non. Ça va pas du tout se passer comme ça. Et après, on a fini par continuer à discuter, notamment du Zik et tout. Et puis, un jour, ils m'ont fait une première invitation, comme ça. Je crois que c'était après un de mes passages sur le podcast Octogone, de Samir et Omar. Ils m'ont dit, mais ce serait cool que tu viennes en studio pour un épisode. Je dis, ok, génial, tu vois. Donc, j'ai dû en faire un ou deux avec eux. Et puis après, c'est parce qu'en septembre 2023, si je dis pas de bêtises, ouais, septembre 2023, Alex me dit que Jonathan sera plus sur le podcast et qu'il y a une place de consultant à prendre et qu'il a proposé mon nom à la rédaction, alors que personne ne me connaissait. Vraiment. Mhm. La réaction de la rédac, ça a été, mais c'est qui, tu vois, enfin, ok, on l'a vu venir une ou deux fois, mais c'est quoi j'allais dire c'est credentials, je sais pas c'est quoi en français, c'est références. Et Alex, il a dit, mais vous verrez. Et donc, ça a vraiment été Alex versus le reste du monde. Hein. En mode, non, non, mais je le prends lui, quoi. Parce que les autres noms pressentis, c'est des gros noms du sport. Tu Tu peux vois, les citer ou pas? bah, c'est les mecs qui sont commentaires des commentateurs habituels, tu vois, des John Dovi, des mecs comme ça, tu vois, des mecs, ça rigole pas, quoi. Tu vois, entraîneur de l'équipe de France de boxe amateur. Et Tabama, de Saint-Ouen, qui a fait la boxe tech. Donc ouais, cette confiance-là, c'est Alex qui me l'a donnée, puis on a commencé, on a créé notre duo assez rapidement, ça a fonctionné assez rapidement. Et j'ai eu la chance aussi qu'au même moment, bah, le MMA, il a monté en France, donc tout s'est bien passé, ouais. Ça s'est bien goupillé. Ok, ok, ouais, non, c'est cool. C'est cool de la part d'Alex, tu vois, c'est la preuve que quand même, encore aujourd'hui, on peut avoir un peu de méritocratie, entre guillemets, tu vois, parce Ouais, que tu vois, j'ai l'impression qu'on est un peu à la course aux followers, tu sais, en ce moment. Que complètement. ceux qui ont le plus de followers, c'est ceux, tu vois, même sans aise. Là, tu parles de gens, tu vois, qui ont le grand ponte, qui ont des compétences et tout ça, et qui pouvaient parler des sports de combat parce qu'ils ont la technicité pour. Mais j'ai l'impression que plus on avance et plus on est aussi sur la personne qui va t'apporter un public plutôt que des Exactement. compétences. Tu Exactement, vois? on est que sur ça. On est sur le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de personnes que ça va t'apporter, et le propos vient après. Le propos il Oui, vient après tout ça, tu vois. Et c'est trop dommage parce que et c'est ce qui me rend le plus fier, si tu veux. Ce qui me rend le plus fier, c'est que encore une fois, au bord du ring, c'est pas le podcast le plus sexy pour recruter quelqu'un. c'est pour ça. Vraiment, enfin voilà, t'as un mec qui parle, qui dit des trucs, qui sur un ton très relâché. J'ai fait des podcasts allongés sur mon canapé.
Et tu l'entends, hein, que je suis pas, tu vois, mon collègue Lucas, pour être, il me tuera pas si je dis ça. Euh, des fois, on entend des bruits de souffler quelque chose. Toi, t'es en train de souffler. Donc, on sait qu'il est pas juste, il est pas en train de faire du sport. C'est que t'es en train de souffler de la fumée. Donc, on est sur un podcast très tranquille, très cool, très chill, tu vois. Et pourtant, Alex, il a su repérer quelque chose en moi qui s'est dit, il peut passer du format BDR à quelque chose d'aussi mainstream que RMC, tu vois. Et là, je me dis, c'est fort. Je me dis, c'est fort de sa part d'avoir repéré ça en moi, et puis derrière de m'avoir formé, parce que moi, ça a été une formation continue auprès d'Alex. Il a fallu que je me forme à ce cadre-là, tu vois, qui est complètement différent derrière. Où j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ma liberté de ton. Dans ma famille, on est comme ça. On dit les choses telles qu'elles sont. Tu connais ma mère. Donc on est très direct. Et là, il faut te dire, ok, je vais essayer de garder ma liberté de ton, mais faut quand même pas déconner non plus. T'es à la télé un petit peu public, donc tranquille quoi. Il faut des rondeurs. Voilà, C'est ça. un petit peu. C'est effectivement, c'est ce que je me dis à chaque fois. Je me dis effectivement, moi aussi sur le podcast, des fois je me permets, tu vois, d'employer des termes, des mots, Ouais, ouais, que tu peux pas quand déjà si on était monétisé, on pourrait pas déjà pour commencer. exactement. Donc Tu vois, donc il y a un moment, il faut aussi faire attention à ce genre de choses, tu vois. Donc ouais, tu t'adaptes et puis tu fais les choses comme il le faut et ça va. Je pense que globalement, j'arrive à garder une certaine liberté de ton, mais je le dis pas n'importe comment. ouais, oui, ça se ressent. Donc, on sent que voilà, par contre, ta présence sur un podcast tel que le RMC Fighter Club fait que tu ne te perds pas. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Tu vas pas rentrer dans le consensus et dans ce que tout le monde veut entendre entre guillemets, tu vois. Non, non, tu ouais. tiens ta ligne. Non, j'essaie de tenir ma ligne le Après, on est plus d'accord, possible. on n'est pas d'accord, tu vois. Ouais, c'est ça, ce que j'ai expliqué à un mec il y a pas longtemps, là, il me parlait par rapport à Tony Yoka. Il me disait, ouais, mais je pensais pas que un jour tu t'aurais un propos où tu veux pas froisser quelqu'un. Je dis, mais c'est pas que je veux pas froisser quelqu'un, c'est que je pense réellement que il y a un argument où il a gagné ce combat. Je te dis pas ça parce que j'aime bien Yoka, je le connais même pas. Je te donne mon avis. Mon avis, des fois, il peut pas te plaire. Ça, c'est pas grave, hein. C'est pas un problème. Mais il faut pas aller chercher. Je le vois beaucoup, ça aussi. On fait Ouais. vite des complots dans le MMA français, dans les trucs comme ça, tu vois. On te prête des incohérences qui n'existent pas. Moi, quand j'ai commencé sur le Fighter Club, je crois que j'ai parlé bien de Cyril Gann, genre au deuxième ou au troisième. Et donc, on m'a dit que j'étais un élève de Fernand Lopez. C'est jamais Hum. vu, lui, moi. Ben, Je connais ses élèves, par contre, notamment Codemon avec qui j'ai passé mon DEGEPS, mais on se connaît pas. J'ai jamais vu. Par tu contre, sais, il y a pas longtemps. Ouais, vas-y. ouais, vas-y. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est bizarre. Non, mais je te dis, moi, il y a pas longtemps, tu vois, il y a eu le combat de Manon, tu vois, et Ouais, j'ai dit dans le podcast, par exemple, enfin, tu sais, j'ai envoyé, en plus c'est marrant parce que c'était le même week-end, et ce week-end-là, j'ai envoyé un message à Mika Lebou, ouais. tu sais, pour lui souhaiter une bonne Le retraite, KSW, et ouais. Ouais. et pareil, hein, je l'ai jamais vu en vrai, tu vois, mais bon, au travers du podcast, tu vois, le podcast lui a souhaité une bonne retraite, tu vois, Ouais, et il ouais. lui a dit qu'il avait fait un bon combat, et Aldric Cassata que je ne connais pas non plus puisque on s'est envoyé quelques messages parce que Julien nous l'avait recommandé pour le podcast et puis finalement pour l'instant ça s'est toujours pas fait mais bon après voilà c'est X ou Y raison on s'est envoyé deux messages Ouais. et j'ai envoyé un message en disant voilà c'est pareil ouais dommage on n'est pas passé enfin, vous êtes pas passé loin tatati tatala. J'ai eu le malheur de dire que j'avais envoyé un message à Aldric Cassata alors tout ce que je disais dans le podcast c'était faux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Ouais. Parce que j'étais biaisé parce que je connaissais la team. Ouais. Alors que en fait au fond je ne connais pas la team. Je n'y connais ni Manon ni Aldric. Je les ai croisés une fois à l'UFC Paris à l'hôtel quand j'étais dans le camp le corner de Nora. Nora, ouais. Tu Ouais. vois. Mais on n'a jamais échangé. Même là à part bonjour on n'a jamais échangé entre nous. Non c'est marrant effectivement les gens comme ils font des connexions tu sais assez facilement effectivement là-dessus Ouais. en te prêtant donc ça veut dire que tu n'es plus maître de tes propos en fait ça veut dire que tu dis des propos parce que tu ne les penses pas parce que tu es censé connaître des gens mais Voilà. non tu C'est peux juste être honnête et on peut juste être pas d'accord en fait. exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le propos pour ce qu'il est et arrêter d'aller tout de suite chercher des choses. Moi ça va parce que je fais pas du tout attention aux commentaires. Tu vois, j'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Insta et c'est toujours très gentil. Donc j'essaie de parler avec tout le monde, tu vois. Parce que ça, pour moi, ça me coûte pas grand chose d'échanger 3-4 phrases avec quelqu'un pour reparler encore d'un combat parce qu'ils ont kiffé et qu'ils ont bien aimé mon analyse, donc ça fait super plaisir. Et puis 2-3 fois aussi, j'ai dit, ah, je suis pas d'accord avec ce que t'as dit. Vas-y, on peut en débattre, on va pas en débattre pendant 2 heures, hein. Je fais beaucoup de choses dans ma journée. Mais, ok, Oui bah, j'entends ce que tu dis.
Et t'as pas spécialement tort. Mais moi, mon avis, je l'ai donné. Toi, tu m'as donné ton avis en retour. Eh ben, c'est cool, tu vois. On passe sur autre chose. Et ça doit rester comme ça. C'est pour ça que là, ce qu'on dit, c'est important parce que ce que toi et moi on fait, ça nécessite une prise de risque. Parce que ça y est, la minimale est partie. Il y a plus de, tu vois. Demain, on peut te voir, je vais dire une connerie. Demain, on peut te voir au prochain KSW Paris. Les gens vont reconnaître ton visage et pourront te dire, ah mais moi j'ai pas aimé quand t'as dit ça. Mais ok, il y a pas de problème. Mais va pas inventer des relations, des trucs, je sais pas quoi. En fait, tout n'est pas complot, tout n'est pas connivence. Et tout le monde, et je vous assure, hein, tout le monde ne se connaît pas dans les MMA français. Moi, en l'occurrence, je viens du pied-point. Donc, si tu veux, je te dirais même qu'une de mes grandes forces aujourd'hui, c'est que moi, je suis affilié à aucune team en MMA. Parce que j'ai bossé avec personne en MMA. Tout simplement. Je n'ai bossé avec personne. Je connais pas j'ai pas travaillé avec un coach qui est aujourd'hui dans le MMA ou avec un combattant. Il y a deux trois combattants avec qui je tourne parce que je travaille avec eux, mais ça en reste là en fait. On parle même pas de ce qui se passe dans les podcasts. Et puis en plus, je me rends compte qu'il y a beaucoup de combattants qui regardent pas les podcasts. Et puis moi, à l'époque où j'enseignais le MMA, de toute façon, ils sont plus là. Hein. Tu sais, voilà. les Loïc Pora, tu sais, je veux dire, Loïc Pora aujourd'hui il est plus connu pour son rôle d'arbitre que son rôle de coach, tu vois. Tu vois, David Baron, tu vois, moi j'ai travaillé avec David Baron, mais David Baron il ne coach plus personne aujourd'hui, tu vois. Bah, je pense que les coachs actuels, je les connais pas, tu vois. Voilà. Et puis les jeunes fans, là, tu leur dis David Baron, je pense que 90% ils savent pas qui c'est. Hein. Faut se rendre compte que l'immense majorité des fans de l'UFC aujourd'hui sont arrivés post-Covid. Oui. Donc tu leur dis David Baron, ils sauront jamais qui c'est. C'est partie de la noblesse, le type. Absolument. Absolument. C'est une vraie légende française, tu vois, mais les gens ne le connaissent pas. Ah bah c'est un des premiers Français à avoir fait et l'UFC et le Pride. Exactement. Il a combattu dans les deux organisations et avoir gagné en plus. Et avoir gagné. Il a gagné des combats dans les organisations, tu vois. Donc donc oui. Et Donc, c'est le coach de si vous connaissez Tom Duquesnoy, vu qu'il c'est un peu plus récent, c'est le coach de Tom Duquesnoy. Ouais, exact. Si Tom Duquesnoy s'appelait Fire Kid, c'est parce qu'il a repris le surnom de son coach qui était David Baron. Ouais, le Fireman. Exactement. Mais donc ouais, c'est pour ça. Le MMA, ça existe depuis longtemps. C'est un message aussi qui est important à passer. Ça existe depuis longtemps. Il y a des mecs comme toi et moi qui sont là-dedans depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est mainstream. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui couvrent ce sport. Et c'est cool. Il faut de la pluralité. Mais il faut aussi comprendre que non, on se connaît pas tous. Moi, je serais incapable de dire qui est tel média si je les croise. Parce qu'on se connaît pas. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et puis même si on se connaît, de toute façon, on peut garder aussi, même si on se connaît, on peut garder aussi une honnêteté, tu vois, journalistique. Tu vois, c'est ça aussi. Bah, bien sûr, faut pas toujours remettre en question les choses ou chercher du négatif, quoi. On n'est pas en train de comploter à chaque fois qu'on va avoir un propos sur un podcast. C'est ça. Alors, tu as Au bord du ring, tu as RMC. Ouais. Et tu as aussi, alors indépendamment d'Au bord du ring, tu as lancé Baba versus. Donc déjà la première question, et yes. Maintenant je commence à comprendre pourquoi, au vu des réponses que tu m'as données, mais pourquoi c'est dissocié d'Au bord du ring, parce que tu aurais pu faire une branche interview avec ABDR, tu vois, directement. Ouais. Mais comment ça t'est venu? Quel était en fait l'angle que tu souhaitais aborder avec ces interviews? Et est-ce que tu as réussi en fait à faire, à mettre en place cet angle, tu vois? Ou est-ce que tu as modifié avec le temps? Enfin, je sais pas. Non, alors en fait, de base, c'est vraiment une branche d'ABDR, normalement, Baba versus, tu vois. C'est juste que après, il fallait donner un autre titre pour que ce soit plus visible, entre guillemets. C'est des choses que j'aurais adoré faire avec Lucas. Le truc, c'est que Lucas, il habite à Lille, s'il y en a qui le savent pas. Et donc moi, j'habite à Paris. Donc c'est toujours compliqué de faire des choses à deux quand on n'est pas du tout dans le même coin de la France. Parce que c'est un fan de Muay Thai autant que moi, hein, Lucas. Donc c'était plus simple. Comme tu le sais aussi, les interviews, c'est plus simple tout seul. Ah, et c'est quelque chose que j'avais dans ma tête. Alors, la genèse de Baba Versus, c'est simple, c'est de parler avec des jeunes fans de MMA français. Et il y en a un qui a dit une phrase qui m'a rendu triste. Il m'a dit ben vas-y, c'est quand qu'on va avoir un champion à l'UFC ou quelque chose, parce que on a toujours été naze dans le sport de combat. Et là, moi j'ai dit pardon. J'ai dit mais tu sais qu'on a dominé. On a été une nation dominante des sports de combat, surtout du pied-point.
Et quand je te dis dominante, c'est qu'il y a la Thaïlande, il y a la Hollande, il y a nous. Voilà. En fait, faut que ce soit bien clair. Et on a eu des mecs très très forts. C'est sûr qu'on a eu un petit déclin, on va pas se mentir. Et puis l'arrivée du MMA fait que pour nous, c'est un sport jeune. Et on va dominer, hein. Moi, je suis persuadé qu'on va... Vous inquiétez pas, ça va venir. Et la France finira par dominer ce sport aussi. Mais je t'en prie. Ça a été un déclic dans ma tête parce que j'ai toujours voulu, comme je connais beaucoup de monde dans la boxe thaï, et beaucoup d'anciens, je me suis toujours dit que si j'avais une plateforme, j'essaierais un petit peu de leur donner de la lumière. Et puis là, ça m'est venu. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire des interviews. Ça peut être un truc cool. Il se trouve que l'année dernière, j'ai organisé un stage à Marrakech de boxe thaï avec un champion du monde de Muay Thai qui s'appelle Jimé Koulibaly. Et on était ensemble. Jimé, c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Il aime pas la lumière, il aime pas les micros, faut pas lui parler d'interview. Donc j'ai pris un micro discrètement dans ma valise, je lui ai rien dit du tout. Et quand on est arrivé à Marrakech, le matin, je lui ai dit, Jimé, il y a un truc que je voudrais faire, c'est t'interviewer. Elle m'a dit, ouais, t'es chiant et tout. Je sais pas trop si je suis chaud. Mais il a accepté de le faire. Mais comme par hasard, mon micro marche pas. J'en perds un et l'autre il marche pas. Donc je le fais quand même. Dans les conditions, on voit hein, le premier épisode, on est tous les deux sur le même plan, c'est avec un téléphone et on nous entend pas super bien. Mais le truc c'est qu'on le fait. Et je me dis, écoute, je vais mettre sur YouTube, on va voir ce que ça va donner, quoi. Et puis là, tout le monde du Muay Thai français l'accueille vraiment super bien, le truc. Parce que moi, le but, c'était vraiment d'avoir des conversations longues avec des mecs et de parler de leur carrière, de revenir dessus, et que eux, ils expliquent avec leurs propres mots comment c'était de vivre cette époque-là, en fait. Où la France, on était un pays important dans ces sports-là. Donc ça a bien fonctionné. J'en ai fait un deuxième avec Aurélien Duhart, et tout le monde connaît Aurélien Duhart et sa capacité assez solaire de parler de sa carrière, d'aborder des sujets divers et variés. Donc ça a été super cool. Je l'ai fait à Station F, celle-là. Et moi, je donne des cours de boxe au Temple Noblard. Et il y a un gars qui venait à mes cours, à Porte-Maillot, qui s'appelle Arnaud. Un jour, il me contacte pour me dire, tes interviews, elles sont cool, mais tu peux faire beaucoup mieux. En termes de technique, en termes, voilà, de comment c'est pris, comment c'est filmé, la captation, micro, etc. Je dis, je sais, mais je fais ça sur mon temps libre, sans budget, sans rien, enfin voilà, quoi, tu vois. Il m'a dit, écoute, moi, c'est mon métier. Moi, je fais les mariages, tout ça, normalement. Moi, je suis chaud pour qu'on le fasse ensemble, si tu veux. Si tu veux, je vais t'aider, on va le faire. Genre, je te redis, j'ai pas de budget, hein. Moi, je suis un gars tout seul, il me dit, non, mais je te demande pas d'argent. Moi, je suis passionné comme toi. Je veux juste qu'on le fasse ensemble. Je dis, bah, écoute, pourquoi pas, tu vois. Il se trouve que je dois le faire avec Danny Bill. En plus. Donc, il me dit, ok, bah, vas-y, cool, t'inquiète, tu me dis l'heure et l'endroit et on le fait. Moi, je m'attendais, Thomas, à ce qu'il vienne avec un appareil, c'est tout, quoi, et avec un trépied. Le gars, il arrive avec 2 trépieds, 2 appareils, des lumières, tu sais, les parapluies, là, studio, les micros, pro, tout. Et là, je dis, ah, bordel. Ok, d'accord. En fait, il rigole pas, lui. Et en plus, c'est l'épisode avec Danny, quoi. Et donc, ça donne un épisode incroyable, où lui, il me dit, je vais te faire un teaser, je sais pas si tu vas kiffer. Il m'envoie le teaser, je le mets sur Instagram la seconde d'après. J'ai mis le teaser, il est incroyable. Comment ça, tu sais pas si je vais kiffer? Mais toi, t'es sérieux? Enfin, c'est du taf de fou, donc voilà, c'est la genèse authentique de Baba Versus, et puis derrière, on a enchaîné les interviews comme ça, avec des mecs, ben, principalement du pied-point, mais aussi des mecs de l'anglaise. J'ai pas encore fait de gars du MMA d'ailleurs, mais ça viendra. Parce qu'il se trouve que le mec dont je parle, Arnaud, et je tiens à lui rendre hommage parce que Arnaud, vraiment, c'est un gars exceptionnel. Vraiment, par sa gentillesse, par sa bienveillance, et par sa passion. Parce que on parle beaucoup, lui et moi, il pourrait très bien faire du podcast d'ailleurs. Sauf que là, il s'est fait le tendon d'Achille. Donc il est sur le carreau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... J'ai des versus qui sont enregistrés, je vais les sortir. Mais pour l'instant, on n'en fait pas plus. Mais voilà, donc... avec tout ce que j'ai fait, sincèrement, Thomas, RMC, les commentaires, le podcast et tout, c'est le truc qui me fait le plus kiffer. De loin. Ouais. Ouais. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la réaction des mecs après, à la fin de nos conversations. Je vois comment ils sont heureux de pouvoir parler de tout ça. Pour beaucoup, c'est des choses qu'ils avaient mis de côté. Tu vois, pour eux, ça n'existait plus tout ça. Ils n'avaient pas besoin d'en parler. Donc, les faire s'exprimer à propos de ça, ça me rend très heureux. Je suis super content de le faire. Ouais. Ouais, de les replonger dans leur carrière, dans leurs souvenirs, dans le fait de les mettre en avant aujourd'hui, tu sais, Ouais. alors qu'ils ont passé cette génération finalement, tu Ouais. sais, leur génération. Non, c'est une bonne chose. Moi, je te comprends parfaitement. Je te comprends. L'interview, c'est super. Ouais. Découvrir les gens, c'est super. En fait, on prend plus le temps de découvrir les gens. Exactement. C'est vraiment ça. Sur du Alors format que, long. Tu vois. On fait des vidéos de 20 minutes et, en 20 minutes, on essaie de tout mettre dedans et c'est pas terrible. Là, le mec, il a 1h30, 2 heures s'il veut. J'en sors une de 2 heures la semaine prochaine, 2h12.
tu vois. Alors celui qui voudra pas regarder, y a pas de problème, hein. Mais en 2 heures, t'as le temps de tout comprendre. Et là, c'est génial, tu vois. C'est ça, et puis en plus, tu sais, les retours que j'ai, c'est marrant parce qu'en plus, je parlais avec quelqu'un qui m'a parlé des interviews là ce week-end. Là, j'étais en Ouais, Normandie pour un Open, et qui me disait que justement, il aimait les interviews parce que ça lui donnait des astuces, des tips, parce que tu sais, souvent, c'est des coachs ouais, aussi, tu sais, qui sont aussi coachs. Tu vois, que ouais, ça soit Malik ou Julien, tu vois, c'est des coachs aussi. Toi, t'es coach aussi, ouais. tu vois. Donc, ça donne des petites astuces, des petits tips qui peuvent être mis en place, tu vois, des expériences qui peuvent être mises en place après derrière dans ces cours. Donc tout ça, en fait, l'expérience des anciens, c'est souvent les jeunes, ça fait très vieux ce que je dis là, mais tu sais, les jeunes ont toujours, tu sais, ce truc de la science infuse. Oui, Ouais, ah mais moi oui. non, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Ah oui, Mais écoutez les anciens, parce qu'en fait, tout ce que tu vas vivre toi, ils l'ont déjà j'ai vécu. vécu. Ben oui. Donc c'est ça. Après, tu peux laisser quelques, tu sais, tout le monde n'est pas bon. Donc puis il y a des choses qui ont fonctionné pour eux, qui fonctionneront pas pour toi. Ouais. Mais il y a des petites astuces quand même que tu peux prendre et tu peux t'en nourrir. Et il y a rien de mieux que de toute façon de faire évoluer ses formats, faire évoluer sa manière de faire au fur et à mesure du temps. Le coach que je suis aujourd'hui, c'est pas le coach que j'étais en 2006. Tu vois Exactement. ce que je veux dire? Et c'est pareil pour toi. Ouais, On a fait des erreurs et on les a gommées. ouais. Et il faut les écouter, ça, parce que comme ça te fait un accélérateur. On a la chance, tu l'as dit aujourd'hui, on a Internet. Ouais, Bon, ça fait un moment maintenant, tu sais, ça s'est pas arrivé hier. Mais il y a de plus en plus d'émissions. Il y a de plus en plus de gens qui laissent la parole aux gens, qui vont essayer d'aller chercher des anciens. Ça, on n'avait pas ça, nous, à l'époque. ouais. En fait, si tu ne les rencontrais pas physiquement dans différentes salles, tu pouvais pas avoir cette mine de connaissances. Et encore, il fallait aussi arriver dans la discussion, à en arriver à ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a Exactement. des gens qui apportent les discussions, qui apportent tout ça. Donc profitons-en en fait. C'est juste ça, profitons-en, écoutons les interviews et c'est pour ça que moi aussi je prends du plaisir à les faire parce que effectivement c'est des mines d'or. C'est des mines d'or. Absolument. Absolument, c'est vraiment, il y a tout à prendre dedans. En fait, c'est que du positif. Je vois pas à quel point, tu peux pas te brancher là-dessus. Enfin, tu peux pas. Faites ce que vous voulez. Je me dis, moi, j'ai du mal à comprendre, en tout cas, que tu regardes le temps, tu te dis, oh, ça va être long, et puis que t'ailles dedans, et que t'aies pas quelque chose à retirer de ce que tu vas écouter. Moi, quand je vois une interview, quand je vois, toi, tu sors une interview, et que je vois le temps de parole, je me dis, ok, là, je visualise quand je vais l'écouter. Parce que je me dis, Oui, je veux l'environnement parfait parce que je vais apprendre des choses là. Là, je vais apprendre des choses oui, pendant 2 heures, tu vois. Donc tranquille, je vais pas l'écouter maintenant. Je vais l'écouter quand je serai en train de faire ça, que je serai dessus, concentré. Et, euh, et je kiffe. L'interview d'Alex, je le connais. L'interview que t'as faite, j'ai appris plein de choses sur lui. Tu vois, c'est des trucs vraiment. Moi, je kiffe. Moi, je kifferai toujours le long format. Je kifferai toujours les longues interviews. Et, euh, et on a toujours encore plein de choses à apprendre, surtout concernant le MMA qui commence vraiment seulement à sortir de la cave là en France. Donc vous avez des choses à apprendre de ces anciens-là. Bien sûr qu'il y a des anciens qui aiment trop se mettre en avant, ça existe, et qui sont trop donneurs de leçons, ça existe, bien sûr. Je veux pas dire que ça existe pas, mais la plupart des anciens, c'est des mecs qui sont dans l'humilité et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on leur donne l'opportunité en fait de transmettre quelque chose aux gens. Donc vraiment, moi j'espère que les gens apprécient en tout cas ces interviews pour ce qu'elles sont. mais pourquoi il y en a qui aiment bien se mettre en avant? C'est parce qu'on leur a pas donné la lumière à l'époque Ouais, aussi, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc il y a Ouais, de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui on leur donne et ils veulent l'apprendre parce qu'ils se disent en fait tu sais, on se dit ouais c'est un aigri parce que en fait il est là, tu sais, il regrette de pas avoir été justement dans la lumière à l'époque. ouais, Mais parce on lui laissait pas non plus parce que c'était pas comme tu l'as dit, c'était underground. Tu vois c'est le ça. MMA c'était pas légal. T'avais pas France Télé qui allait venir en train de faire des interviews comme c'est le cas aujourd'hui. Tu vois, je pense à Seb Kalou qui s'est fait interviewer par France Télé parce qu'il Ouais, coach Modibo. ouais, Tu vois, exact. par exemple, c'est son préparateur physique. Donc, tu vois, c'est où t'avais pas tout ça. Malik Silla qui se fait interviewer pour Samba. Tu vois, Ouais, ça n'existait pas. Donc, effectivement, il y en a certains aujourd'hui, ils veulent prendre cette lumière. ouais, Mais c'est pas grave. Écoutons-les quand même. bien sûr. Écoutons-les quand même. Tu vois, c'est intéressant. Il y a quand même quelque chose C'est à intéressant. prendre. Au-delà des personnages, au-delà des postures, je pense réellement qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Tu vois, tu peux ne Eh pas oui. aimer le personnage, tu peux ne pas aimer les postures, tu peux ne pas aimer la manière dont certaines choses sont faites, mais tu vas quand même apprendre. C'est pour ça que moi, je regarde la plupart des interviews qui sortent, je les regarde. Ouais. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, sur ton auditeur qui a dit, ouais,
on est nul en France et tout ça. Mais je crois que les gens, en fait, ils attendent qu'un champion. Et ça, c'est parce que c'est le sujet du moment. Ouais. Qu'est-ce qui manque avec la défaite de Manon Fiorot? Qu'est-ce qui manque pour avoir un champion français? Mais il manque juste du temps, en fait. Bah ouais. Les amis pensaient que ça fait 5 ans que le MMA il est légalisé. 5 ans. Ouais. Que il y a X combattants qui sont dans le top 5 Ouais. de l'UFC. On a quand même un Cyril Gane qui est classé 1, on a Manon Fiorot classé 1, enfin tu vois, qui ont eu des chances au titre. Ouais. On a un BSD qui est dans le top 15, une Nora Cornol qui est dans le top 15, un Nassourdine Imavov qui est classé 1, enfin Ouais. qui est le prochain prétendant au titre. Enfin, et j'en oublie. Ouais. Et encore, et je parle que de l'UFC, tu vois, il y a aussi toutes les autres organisations. Ouais. Saladin Parnasse qui est double champion du KSW, Laïd Zerouni qui est le prochain prétendant. Ouais. Enfin, il faut se rendre compte même si on n'a pas de champion dans l'organisation reine qu'est l'UFC, à quel point les Français sont bien positionnés dans le MMA. C'est quand même un truc de fou. Et tu vois, de voir que les gens dénigrent ça, enfin, dénigrent les combattants, alors que, tu vois, pour un petit pays, parce que il faut mettre aussi à l'échelle d'un pays. Ouais. C'est-à-dire que tu prends les États-Unis, tu prends le Brésil, tu prends Voilà. la France, tu prends la Chine, tu prends la Russie. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même échelle, hein. Ça C'est n'a pas rien à la voir. même échelle. Comment on va toujours se Et comparer à ces pays-là? Surtout avec l'UFC qui est une organisation américano-brésilienne de base. Tu regardes le Dana White Contender Series, il y a que des Américains et des Brésiliens dedans. On a un Français tous les 6 mois qui y va. Ah oui. C'est tranquille les gars, tranquille, ça va venir et je vous assure, il n'y a aucune raison valable pour laquelle on ne commencera pas à dominer dans les années qui viennent, parce qu'on l'a fait en pied-point. Et vous savez quoi? En pied-point, on n'était pas plus professionnel qu'on l'était en MMA. On était bien moins pro qu'on ne l'est en MMA aujourd'hui. Il y a des pros, t'avais le banner, t'avais la Bidi. Ça y est, j'ai dit les deux pros là. Tu vois, en moins, t'as eu des mecs après qui ont pu faire que ça, des mecs comme Fabio Pinca, tout ça, tu vois. Mais Farid Willem, Danny Bill évidemment, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Et malgré tout, on a fait des résultats de fou. T'avais des mecs qui bossent comme plombier chauffagiste et le week-end, il va mettre KO champion du monde anglais, sans aucun problème, tu vois. Et puis après, retourne à son boulot. Donc, c'est des choses qui vont venir avec l'entraînement. Là, on est en train de dominer les compétitions amateurs. En tout cas, on commence à le faire. Donc, il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas en pro. Juste donner du temps aux gens. S'il vous plaît, donnez du temps. Et essayer de ne pas crucifier les personnes à chaque fois qu'il y a un échec. C'est des sports de combat. Tu vas gagner, tu vas perdre. Des invaincus, il y en a 10. C'est vrai. Non mais c'est vrai, et ça, cette mystification du zéro aussi, c'est vrai que c'est quelque chose catastrophique. C'est catastrophique. Nous on l'a moins, parce que toi tu viens de la boxe, moi je viens du jiu-jitsu brésilien, enfin de la boxe aussi, mais on combat beaucoup plus souvent. Bah oui. Donc tu vois, donc le zéro, tu vois, j'en parlais, c'est marrant parce que je te parlais que j'étais en Normandie là ce week-end avec un de mes élèves, il fait deuxième. Ouais. Il gagne 2 combats, il en perd un. Il gagne 2 combats en 30 secondes, soumission, et il en perd un au point à 2 avantages. Ouais. Tu vois, vraiment, le truc, voilà, c'est tombé d'un côté, ça aurait pu tomber de l'autre, tu vois. Et je le vois, il est dégoûté, et tout ça, il me dit, ouais, j'arrive pas à faire des premières places. Je lui dis, mais en vrai, de vrai, enfin, regarde le côté positif de la chose. Enfin, tu sais, déjà, démystifie le zéro parce que tu ne gagneras pas tout le temps, parce que même Gordon Ryan, il a perdu dans sa carrière. Et puis, en plus de ça, au final, ton bilan, il est positif. Ouais. T'es à 2-1. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Certes, la médaille, c'est pas celle que tu veux, mais t'es à 2-1. Donc, c'est juste ça. Faut démystifier ça, en fait. La défaite, c'est comme quand on entreprend. Voilà. Rater, ça permet de prendre en considération les erreurs qui nous ont fait rater pour mieux progresser et aller plus loin et réussir plus tard. C'est des portes qui se ferment, c'est pour avoir une porte qui s'ouvre plus tard. Et c'est pareil pour la défaite. C'est la même chose. Et statistiquement parlant, il faut te rendre compte que des title shots dans ta carrière, si t'en as un, t'es dans les 10% des combattants. Si t'en as deux, tu bascules dans les 2% des combattants. Et sur ce pourcentage d'accès à cette chance-là pour le titre, il faut que tu fasses un 100%. Il faut que tu réussisses la première fois. Doucement, les gars. Doucement. Faut pas s'auto-flageller comme ça, même si évidemment faut se remettre en question, essayer de comprendre ce qui a pas fonctionné et travailler là-dessus. Mais tranquille. Si on reprend l'exemple le plus récent, celui de Manon, elle perd un combat, 3 rounds à 2. Mais c'est ça. Tranquille, avec des juges qui donnent en plus d'un côté comme de l'autre, tu vois ce que je veux dire, pour le 3 et pour le 5. Ça va. C'est chiant, c'est chiant de perdre. C'est chiant. Bah oui. Mais elle a montré qu'elle était de ce niveau, elle a montré qu'elle était du même niveau que la championne. Exactement. Et puis, tu sais, on va remettre les choses dans un contexte. Dustin Poirier. Ouais. Le roi sans couronne. Exactement. Lui, on l'appelle le roi sans couronne. Ouais.
Mais par contre, un autre combattant, si Dustin Poirier était français, ça serait une pauvre C'est un merde. nulard. C'est un nulard. Jérôme Tu Le vois. Banner n'a jamais remporté le K1 dans le Grand Prix. Il n'a jamais Ouais. remporté un tournoi final. Jamais. Par contre, les éloges, encore aujourd'hui, que Jérôme reçoit pour sa finale de 2002, qu'il entame avec le bras cassé, et qui termine d'ailleurs par se faire péter le bras par Ernest Houst, mais où est passée cette énergie-là, en fait? Hmm. De se dire, il a perdu, mais c'est un perdant magnifique, ce jour-là. Et attention, tu trouveras pas un mec qui a moins l'esprit Coubertin que moi. Moi, j'avoue que je suis un mauvais perdant. Je te le dis, tous ceux qui me connaissent le savent. On joue aux cartes demain, je perds, je vais te faire la gueule. Moi, je suis comme ça. Mais tranquille, là, on est dans le contexte des sports de combat. Et avec tous les efforts que tu fais pour arriver à ces chances-là, il faut pas oublier, on peut pas oublier les séries de victoires, les choses, les moments heureux, parce qu'effectivement, sur la plus haute marche, bah t'as trébuché. Bah, écoute, on finira par y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et encore une fois, on finira par Oui. dominer. Eh oui. Tu prends Manon Furo, c'est quoi sa série de victoires, tu vois? Ouais, Après, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais ça c'est autre elle a chose. fait, elle gagne les IMAF en 6 mois Ouais, de pratique. C'est la première française à faire une ceinture internationale. Elle vient à l'UFC, elle est enfin, elle est invaincue. bah, Voilà, elle a trébuché. c'est un peu ça. Et puis en plus, quand tu donnes des éléments logiques comme ceux que tu viens de donner, puis là on va me dire ouais mais tu comprends, ouais mais après, ils sont trop arrogants. Elle a dit qu'elle allait gagner. Alors moi, faut m'expliquer c'est quoi l'état d'esprit hein, quand on va dans un combat dans ce cas-là. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez Non, en mais fait? j'essaye. Ouais. Là, je vais faire ce que je peux. Ah ben non. Et puis surtout, attendez, il faut faire la différence entre elle a dit qu'elle allait gagner et elle a essayé de vendre un combat aussi. Bah, Faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant, Wei Zhang et tout voilà. ça, qu'elle était pas loin de pas avoir son title shot, qu'elle a dû vendre ce combat Ouais. pour pouvoir l'avoir aussi. Il y a de ça aussi, il y a parce que c'est une partie de son trash talk, c'est de là que ça vient aussi, Et c'est qu'elle s'est dit encore. oula, c'est en train de m'échapper. Et Si on peut encore. parler de trash talk, si on peut parler de trash talk, je suis Voilà, tu d'accord. vois, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont reproché justement de pas en faire assez en disant mais tu comprends, elle se vend pas assez. Alors c'est quoi la dissonance? Et c'est Vous ça. voulez pas qu'elle soit arrogante, faut pas qu'elle dise qu'elle va gagner, mais en même temps, t'as vu, personne la quitte parce qu'elle en fait pas assez pour vendre son combat. Si quelqu'un a un Ah, regarde ce qu'il blueprint dit sur là, Nassourdine. ouais, voilà, tu vois, Ouais. et il se retrouve à faire une vidéo pour dire mais les gars, je m'en fous de ça en fait, je veux juste gagner. Hmm. C'est, D'ailleurs, t'as vu sa petite vidéo là qu'il a fait, ouais, justement, j'ai il vu, ouais, reprend j'ai vu, ouais. C'était très drôle. J'ai C'était vu passer vraiment très ça. drôle. Ouais, bah écoute, tu vois, il fait des choses à sa sauce. Moi, je dis toujours, tant que les mecs arrivent à rester authentiques, à être fidèles à ce qu'ils veulent faire, Cédric, il est comme il est parce qu'il est comme il est. Le Cédric que vous voyez, vous avez vu arriver au MMA, comme je le dis, c'est le Cédric qu'on a vu arriver dans le pied-point il y a 10 ans. Il était comme ça quand il venait d'Angoulême, hein. Il a pas attendu que les caméras soient braquées sur lui, hein. On a fait un Wicked One à Japi, devant 2000 personnes, peut-être probablement moins d'ailleurs, mais il était déjà comme ça. Oui, Donc c'est sa personnalité à sa lui. personnalité. Il est authentique à ce Exactement. qu'il fait. J'avais repris aussi dans une autre interview l'exemple de Cyril Gann, qui aime bien le gaming, qui est ses trucs. Il a toujours dit que le combat, ben, c'est parce qu'il a le talent pour. C'est pas spécialement une vocation. Ben, moi, je respecte ça. Derrière, s'il a pas Exactement. envie d'être tous les jours dans le MMA, c'est sa personnalité, c'est son truc. C'est pas ce qui va expliquer Exactement. toutes ses défaites, hein. Non, je pense pas, non. Non, non, c'est juste qu'il a affronté John Jones. Ah, Malheureusement, bon, après Ngannou, c'est encore un autre combat, mais il y a eu des mauvais choix. ouais, Mais John Jones, voilà, c'est John Jones, voilà, bien c'est tout, sûr. hein. Et Tu tu sais, peux, si quelqu'un avait la clé, bah, il aurait déjà ouvert la serrure, hein. ouais, y Tu a pas sais, de on va pas se mentir, hein. quand même. Et puis ouais, et comme t'as dit, le combat contre Francis, bah, il a fait des erreurs. Lui-même, il le sait. Et qu'est-ce que tu veux Ouais, que je te dise? Les erreurs elles sont faites, tu gagnes, tu perds, ça se joue à... Le haut niveau, ça se joue à ça, hein. c'est ça. Ouais. C'est ça. Dis-moi, maintenant que t'es sur RMC, Ouais. ça fait quoi de vivre enfin de sa passion? Fou. Euh... Dieu merci. Merci mon Dieu. J'ai vécu une frustration extrêmement longue. Pendant 17 ans, j'ai eu un travail de bureau chez un grand pétrolier chez lequel tu ne vas pas par hasard. Dans la logistique, j'étais bon à ce métier-là. Donc, tu vas quand même en retirer un certain épanouissement relatif dans le fait de mener tes missions à bien. Mais j'aimais pas ça. Voilà, c'était pas la vie que je voulais pour moi en fait. Donc ça me saoulait. Et quand je suis parti de cette boîte-là, sur un départ volontaire, hein, parce que tu sais, tu pouvais partir avec 2 ans de salaire, compagnie là. Euh,
La vérité, c'est que je m'imaginais jamais. Si tu m'avais dit que 2 ans après, je me retrouverais à faire ça, non, je croyais pas. Moi, dans ma tête, j'allais vivre du coaching. Ce qui était déjà énorme, tu vois. Oui. Ce qui est déjà énorme, hein, d'aller donner des cours sur Paname, vivre de ça, me payer, manger, faire manger mes enfants là-dessus, nickel. Bah alors là, le sentiment que j'ai quand je quitte chez moi pour aller chez RMC, enregistrer des émissions et que je suis payé pour le faire, de parler de ma passion, que Dieu me permette que ça dure le plus longtemps possible et surtout que Dieu me permette de toujours ressentir cette reconnaissance. De toujours, chaque fois que je vais commencer une émission, me dire quelle chance j'ai quand même. C'est un truc de fou. Parce qu'on est beaucoup à vouloir vivre de cette passion et beaucoup d'appelés, peu d'élus malheureusement. Et moi je sais très bien la chance que j'ai, donc le feeling je sais même pas comment te le décrire Thomas, c'est juste c'est ouf quoi, c'est ouf, c'est beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Je me donne je me donne mes fleurs aussi, parce que j'ai su faire preuve d'audace quand il le fallait, et c'est important l'audace, c'est ce que je dis toujours à mes enfants, presque tous les jours, mais voilà, je suis très reconnaissant de ce qui m'arrive, vraiment. Donc à choisir entre les deux carrières, entre le coaching et les médias. Ah bah je peux même te dire qu'il y en a un qui va très bientôt prendre définitivement le pas sur l'autre. Très bientôt. Le coaching Voilà. va continuer, tu vas arrêter les médias. Exactement. Je veux continuer de coacher à Max Roussier. Non, je vais arrêter le coaching très prochainement. Ouais. Parce que média, ça prend la place, c'est un secret de polichinelle, et c'est pas encore officiel. Mais oui, je vais rejoindre RMC à 100%. Ok. Bon bah c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est génial. Ah, je suis très content pour toi. Pour le coup, c'est effectivement, tu l'as dit, peu d'appelés, beaucoup d'élus. Enfin, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est plutôt l'inverse. Ouais. Mais c'est cool. Quand ça peut se faire, c'est vraiment cool. Ouais. Moi, je suis vraiment content pour toi. Merci. Et tu le fais bien, et je le sais parce qu'en plus pour avoir eu la chance, parce que tu m'as laissé la chance de commenter un combat avec toi au Striker. Donc, ouais, c'était cool. c'était cool. Tu vois, d'avoir mis un orteil, tu sais, un ouais. bout d'orteil dans ce monde-là. Donc c'était bien. C'était vraiment ouais, bien. bah après c'est le partage, c'est le but. On revient à nos origines zodoniennes, les vraies en tout cas. Le partage de la communauté, le partage. Dès qu'on peut faire un tout petit peu kékro comme on dit, partager, ben on le fait. Moi il y a pas de bonheur sans partage. Moi il faut que je puisse ça y est, j'ai atteint un bel objectif. On va continuer à faire fructifier, mais j'en ai plein d'autres et qui sont tous régis par le partage. Donc j'espère vraiment pouvoir le plus possible faire profiter de ça à des personnes qui méritent, toi, d'autres que j'ai dans la tête, qui ont ce talent-là pour pouvoir analyser ces combats-là et ressortir cette analyse et la faire comprendre aux gens, ce qui est très difficile à faire. Bah il faut que le plus possible de personnes comme toi puissent le faire au plus grand public. Donc on espère partager ça avec le plus grand nombre. J'espère. La vulgarisation. C'est Ouais. vraiment ça. Ouais, c'est ça. Quelqu'un m'a dit ça un jour et j'étais content qu'on me le dise, que je participe un peu à la vulgarisation. Toi, moi, d'autres qui font du podcast. Et ça me fait plaisir, ouais. Je suis content qu'on puisse apporter notre pierre à cet édifice-là, ouais. Et donc, combattant, coach, homme de médias, c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué, tout confondu, dans ta vie jusqu'à maintenant? Bah, ce sera toujours le même. C'est un moment de coach, même si je vis beaucoup de moments très heureux et très très cool en tant que média. Mais c'est le jour où Karim Aliwan est devenu champion du monde. C'est ce jour-là où ça a validé beaucoup de choses dans ma tête. Pour lui, pour moi, mais pour moi surtout, ça a validé beaucoup de choses. Qu'un mec comme Karim, qui est comme mon grand frère, pour moi c'est mon autre grand frère en fait lui, qui a atteint ce niveau-là de compétition et qui me fasse confiance à moi et à Mamadou Magasuba, paix à son âme, pour la préparation de son combat, de son championnat du monde, et qu'on arrive à gagner, bah ça me validait moi, tu vois. C'est le mec qui m'a mis dans la boxe carrément un petit peu. Et que les rôles soient inversés, et qui me permettent de vivre ce moment-là, c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est un moment malheureusement qui est attaché aussi à un moment malheureux, puisque la troisième personne qui a préparé Karim avec moi, qui s'appelait Yaya, est décédée la nuit d'avant le combat. Et on savait même pas en fait. Non, pardon, c'est la nuit du combat en fait qu'il est décédé. Donc voilà, c'est deux sentiments tellement forts que j'ai vécu ce week-end-là, que ça restera gravé à vie dans ma vie. Et c'est aussi des choses qui me permettent aujourd'hui de garder toujours les pieds sur terre, d'être humble. Parce que ce jour-là, j'ai connu le plus haut de ce que je voulais vivre en tant que coach de combattant, enfin, en tant que mec impliqué dans les combats tout simplement.
j'ai vécu le plus haut et en même temps j'ai vécu le pire le lendemain matin. Et donc c'est quelque chose qui me permet de garder les pieds sur terre tout le temps. En me disant, tu vois, tu peux vivre un moment exceptionnel et le lendemain, quelques heures après, la vie elle te ramène brutalement en fait les deux pieds sur terre, tu vois. Donc toujours être pied sur terre, être très tranquille par rapport aux choses cool qui peuvent m'arriver. Malheureusement, à Saint-Ouen, il y a beaucoup de choses qui nous ont Exactement. fait garder les pieds T'as sur vu, terre. tu vois, Tu c'est parles pour de ça. Mamadou aussi, tu vois. Ouais, Non, c'est vrai. Hein. c'est ça. Tout peut toujours basculer d'un moment à un autre. Ça, c'est clair et net. Et Ouais, ça, on a la chance et la malchance. Parce que c'est, en fait, c'est une pièce avec deux faces. exact. C'est vraiment celle-là de pouvoir l'avoir vécu. Enfin, tu vois, Exact. et c'est vrai. Et c'est vrai, t'as raison. Ouais. T'as entièrement raison. Tu m'as dit que tu t'as répondu à une partie de la question. Enfin, tu m'as fait un passe-plat, mais j'avais cette question-là à poser avant. Mais tu as encore des projets dans les tuyaux ou est-ce que tu vas juste développer ce qui existe déjà, ce qui est déjà existant, tu vois? Non, j'ai les deux. En termes D'accord. médiatiques, je veux développer. C'est clair que Mhm. sans trahir aucune discussion, on a bien discuté avec les personnes chez RMC. On a des beaux projets, en tout cas de développement. On veut vraiment, il y a encore pas mal de choses à faire qu'on va faire. J'espère qu'on va les faire en tout cas et y participer pleinement. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses intéressantes à faire en développement de MMA. Après, c'est pas, on va pas réinventer la roue. Hein, c'est juste faire plus de contenu. Voilà, on aimerait axer sur les clubs, axer sur des coachs, vraiment rentrer dans la vie quotidienne du MMA, tu vois. Ne plus se contenter, se limiter aux films, qui sont géniaux hein, d'ailleurs. Mais voilà, vraiment rentrer dans le quotidien maintenant. Dans le quotidien français du MMA, ça c'est vraiment des choses qui sont ambitionnées et que j'espère qu'on fera rapidement. Maintenant, à titre perso, il me reste un rêve, ouais. Il me reste un rêve slash objectif, c'est d'ouvrir ma salle au Sénégal. Ah, C'est quelque c'est un chose beau qui, projet. ça me tient à cœur et j'espère le faire dans on va dire à moyen terme. À court terme, ça va être compliqué, mais à moyen terme, j'espère. D'accord. Voilà. Et avec objectif peut-être un jour de finir là-bas ou juste ouvrir ta salle et faire des allers-retours. Non, moi j'ai vocation à finir là-bas, ouais. Ouais, moi j'ai 41 ans aujourd'hui, donc voilà. Le but là, c'est d'avoir une décennie bien remplie, et puis après, d'aller profiter des mangues et du climat de la Somone au Sénégal. Ah, mais est-ce que je peux t'en vouloir? Sincèrement, est-ce que je peux sincèrement t'en vouloir? Mais non! Ouais. Après, je dis le Sénégal, mais c'est aussi profiter du monde. Hein. Moi, je suis un globe-trotter, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'ai eu cette chance. Mais j'ai pas fini, donc je compte aussi encore beaucoup profiter de ça, beaucoup voyager. Maintenant, d'être basé là-bas, c'est cool. On en a parlé déjà deux, trois fois dans cette interview, mais mon père est à la retraite depuis longtemps. Ma mère vient d'être à la retraite depuis cet été, donc ils vont passer beaucoup de temps là-bas maintenant. Et voilà, je compte profiter d'eux au maximum aussi. Ouais, ça, t'as bien raison. T'as bien raison. Bon, et puis, entre parenthèses, un peu plus de grappling et de jiu-jitsu brésilien sur RMC, peut-être. Mais pourquoi Je passe pas? le message à chaque personne qui travaille là-bas. Pourquoi pas? Je l'ai fait avec Alex, je le fais avec toi. Il y a de la demande. Mais il y a des C'est trucs à la mode géniaux. En aujourd'hui. plus, il y a des trucs géniaux. Tu vois, moi, je Mais oui. kifferais commenter un quintet. J'aime trop le format, moi. C'est trop génial, ça. Du grappling par team. Et en plus, à la mort subite. Comment c'est trop bien. Mais il faut... Attends, parce que même en France, parce que tu sais, RMC à l'époque, enfin quand c'était SFR Sport, Ouais, mettait en avant, tu vois, des événements français. ouais, Là, il y a pas longtemps, tu vois, comme ça va me permettre d'en parler, d'en reparler. Tu vois, il y ouais. avait le Sakula Flow. Tu Ouais, vois, j'en ai entendu on parler, m'a ouais. invité, voilà, on m'a invité pour venir voir en fait ce que c'était. Et franchement, le format, il est exceptionnel. Bah ouais, Et il est très télégénique. En fait, il est basé sur les battles de danse hip-hop, tu vois, ouais, parce que c'est un danseur hip-hop à la base, ouais, avec des formats, tu sais, où toutes les 2 minutes 30, l'adversaire change, enfin, tu vois, où les combattants changent, ouais. et il faut que tu cumules un certain nombre de victoires, tu vois. Ok. Donc ça commence avec un Shifumi, il n'y a pas d'histoire de lutte ou quoi que ce Ouais, soit, c'est voilà. un passeur, un défenseur, tu vois, un tireur de garde, Ouais, et puis ça s'enchaîne, match nul, les deux sortes, t'as gagné, tu désignes ton adversaire, il vient, tu dis si t'es au-dessus ou en dessous, et t'essaies de gagner, au point ou à la ouais. soumission, tu vois, à Ouais, chaque fois. c'est génial. Celui qui fait cette victoire, il a tout gagné, il a tout remporté, Ouais. tu vois. C'est un format qui est ouf, Mais qui c'est est trop très bien. télégénique, qui pourrait être mis en avant, tu vois. Ouais. Et tout ça avec de la musique, hip-hop et tout ça qui passe en même temps. Ouais. Tu vois, c'est le genre de format comme ça qui pourrait vraiment peut-être attirer
les gens au sol, parce Ouais. que nous on le voit, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sol et Ouais. au travers de notre podcast, tu vois, qui commencent à de mieux en mieux comprendre. En fait, faut juste que on parlait de vulgarisation tout à l'heure, Ouais. tu vois, de mieux en mieux comprendre la discipline, tu vois, et pour ça, ça passe par le fait de la déployer au plus grand nombre, tu vois. Exactement. Donc c'est vrai que RMC, putain, si un jour il y avait un peu plus de sol, je serais un homme heureux. Bah écoute, moi j'espère, mais pour moi ce serait qu'une évolution logique. Ça fait un certain temps maintenant que RMC diffuse du MMA, ils sont rentrés en prenant les droits de l'UFC, puis en prenant d'autres organisations françaises. Maintenant c'est très établi, il y a du MMA quasiment tous les week-ends, français ou international. Et voilà, ce serait une évolution logique, donc j'espère en tout cas que la direction elle sera prise. Moi de toute façon je pousserai, j'ai évidemment ma paroisse aussi pour laquelle je prêche, en l'occurrence le pied-point, mais j'aime beaucoup le grappling. Antoine, de toute façon c'est un amoureux du grappling, qui a pratiqué du grappling, donc quand on commande du MMA, tu sens que quand ça passe au sol, il est très content. Il se redresse, hein, vous le voyez pas vous Kabyle, mais il se redresse. Il rapproche sa tête de l'écran et il commence Parce à. qu'il faut voir la subtilité. Voilà, des mouvements. exactement, tu vois. Donc non, non, on aime beaucoup ça et j'espère que c'est quelque chose qui sera fait, qui sera fait ouais, par RMC. Bah écoute, c'est cool. Bon, tu m'as encore tué une question par contre, hein, parce que Ah. j'allais dire Baba dans 10 ans c'est quoi, mais maintenant ça y est, on a la réponse. Ouais, j'aimerais bien ça. Maintenant aussi, je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute des opportunités. Donc je te dis ce que j'aimerais, mais c'est pas du tout garanti que ça se passe comme ça. Ouais. Mais bon, on sait que y a des chances pour qu'il soit au soleil. Il y a des Ouais, chances. ouais. Alors ce qui est marrant, Ouais, c'est en fait c'est là où vous vous retrouvez aussi avec Alex Herbinet. Hein. Parce que Ouais. lui, il se voyait en Amérique du Sud, tu Absolument. sais, en Colombie, tu vois, toi tu le Ouais. vois au Sénégal. Bon, finalement, pour être embauché au RMC, à RMC, faut aller au soleil. Exactement. Ah, c'est un Ouais, mec, mais ça. un mec nordiste, c'est mort. Tu Ouais. ne rentreras Ouais, jamais c'est là-bas. vrai, ça marchera pas. Non, c'est vrai, mais regarde, Alex, tu vois, en vrai, et je pense pas trahir un secret, il aurait voulu partir direct, là. Mais il y a eu une opportunité. Ouais. Il y a eu une opportunité qu'il a saisie, donc il fait différent. Ceci dit, il est parti chercher du soleil à Nice quand même, il en aura un peu plus qu'à Paris. Mais voilà, tu vois, moi, je suis assez nouveau, j'ai eu une période de salariat qui a duré quasiment 20 ans. Aujourd'hui, je suis freelance, même si je vais retourner dans le salariat très prochainement, comme je le disais, c'est un secret de polichinelle. Donc, euh, donc ouais, on verra comment tout ça va se passer. Mais oui, en tout cas, dans ma tête, j'aimerais que ça se passe comme ça. Et avec mon épouse, on aimerait que ça se passe comme ça. Donc comme ça, quand c'est un projet de vie, ben c'est cool. Ouais, bah c'est cool. Et c'est ce que je te souhaite. Merci. Est-ce que tu as une phrase ou une citation qui t'accompagne ou qui t'a marqué et que tu pourrais partager avec les auditeurs? Ouais, une phrase qui guide ma vie et surtout depuis ces dernières années, c'est que la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Donc vous êtes capable de créer votre propre chance, tout simplement. Je fais tout ce que je fais et je suis très reconnaissant de faire tout ce que je fais, mais je me suis créé ces opportunités-là. Parce qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers d'heures de visionnage de combats et de discussions de combats. C'est la seule fois, toi et moi, on s'est croisé à Tony Smith, je crois qu'on a parlé 20 minutes alors que t'allais entraîner des gens. J'ai dû te mettre en retard ce jour-là. Face au 2J, tu vois, justement, c'était... Tu vois. Donc, parce que c'est comme ça qu'on est, tu vois. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de préparation, et puis après, il a fallu une petite pointe d'audace, en se disant que je pouvais peut-être mettre un pied là-dedans, donc voilà. Soyez préparés. Si vous voulez ces opportunités-là, préparez-vous. Et ça viendra. Je suis sûr que ça viendra si vous y croyez comme il le faut et que vous allez dans les choses. J'entends des fois aussi des mecs qui voudraient faire un peu plus dans ces choses-là, mais je vais pas dans tel event parce que j'ai la flemme. Mets-toi dans la tête que ça fait partie de ton travail. Voilà. Tu kiffes, en fait, tu vas regarder des events. Et dans les events, tu vas tomber sur des gens. Et ces gens-là, ça va se transformer en opportunité, en fait. Tout simplement. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume un petit peu ma vie et surtout ma vie récente. Et elle est transposable pour tout. Absolument. Absolument. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une belle phrase. En fait, si tu ne fais qu'attendre, tu sais, en te disant, ouais, voilà. Pourquoi lui et pas moi? Exactement. En fait, t'as déjà ta réponse. Et ben voilà. Ta réponse, elle est là. T'as déjà ta réponse. Ouais. C'est juste, sors-toi les doigts, mon ami. C'est juste ça. Enfin, tu vois, travail. Et puis par contre, le pendant, c'est que ça veut pas dire que ça arrivera un jour aussi non plus. C'est pas obligatoire. Mais en tout cas, t'auras créé les conditions. C'est pas perdu. Voilà. T'auras créé les C'est conditions. pas perdu parce qu'en attendant, t'auras kiffé, parce qu'en attendant, tu te seras instruit, parce qu'en attendant, t'auras développé de nouvelles compétences et c'est jamais fait pour rien, en fait. C'est ça. Si j'étais prêt à parler au micro d'RMC, c'est parce que j'avais au bord du ring.
Et les nombres de personnes qui se foutaient de ma gueule que je faisais un podcast dans ma chambre avec un mec qui était à Lille pour parler de sport dont tout le monde s'en fout. Mais c'était trop marrant, tu vois. J'ai eu des séminaires d'entreprise à l'époque de mon ancien boulot où je descendais pas pour aller boire un verre avec tout le monde parce que j'avais un épisode enregistré dans ma chambre d'hôtel. Avec un réseau éclaté en plus. Mais j'ai dit non, je le fais. Je veux faire ça, tu vois. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des choix qui ont été faits. Aujourd'hui, je trouve, une juste récompense. Mais je continue à bosser et je continue à me créer des opportunités parce qu'il y a d'autres choses à aller prendre encore. Ouais, c'est clair. C'est marrant quand tu me parles de réseau éclaté et tout ça, mais on l'a tellement tous vécu. Tu vois? J'ai fait l'erreur une fois, tu sais, sans clé 4G, de faire un podcast au Portugal. Et les podcasts sont longs, hein. Ouais, putain, j'ai mis, je sais pas, peut-être 6 heures à l'uploader sur internet. Ouais, J'étais voilà, assis devant ma femme, c'est son oncle et sa tante, ils ont une loge là-bas. Tu sais, c'est Ouais. des boutiques au Portugal. Ouais. Et le wifi, en fait, j'étais obligé de rester à l'extérieur parce qu'il y a des clients. Tu vois, je pouvais pas rester 6 heures sur une chaise alors qu'il y a des clients, tu vois. Donc, déjà que le wifi, il est éclaté. Et en Ouais. plus, j'étais à l'extérieur du bâtiment avec des murs comme as. Tu vois, Ah ouais, c'est un ouais, château tu vois, fort, le ouais, truc. donc c'est impossible. Oh mon dieu. Ah mon dieu, la journée de perdu. On a tous vécu ces galères-là. On a Ouais, tous c'est vécu clair. ces galères-là. C'est pour ça que j'espère que celui-là, il va bien se passer. Ouais. Parce que des fois, il y a des petits bugs. Ouais. J'espère que ça va bien se passer. Donc, ouais. Dernière question. Ouais. Est-ce que tu as des personnes que tu adores et que nos auditeurs pourront trouver super, que tu pourrais nous conseiller pour les inviter, pour les interviewer? Antoine Simon. Antoine Simon. La Voilà. Bible. Je pense que tu pourras, je pense que tes connaissances et ta manière très cool d'interviewer feront ressortir le meilleur de ce qu'Antoine connaît. Et ce mec-là, j'allais dire c'est un puits de connaissances, mais le mot est faible. C'est plus que ça encore. C'est un mec ultra passionné, qui connaît beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses, qui a vécu l'évolution du MMA. Et il a beaucoup de choses intéressantes à raconter. Tout ce qu'il me raconte en cabine, j'aimerais qu'il te le raconte à ton micro et qu'il en fasse profiter le plus grand nombre. Donc voilà. Et si besoin, je t'aiderai évidemment à mettre ça en place, mais je veux t'entendre interviewer Antoine Simon. Ah bah écoute, avec grand plaisir, Antoine Simon que j'ai rencontré à la Pro League JJB, Ouais. justement pour la première fois en physique. Ouais. Et je me suis présenté par ton intermédiaire, même si tu ne le sais pas, parce que tu sais, vous aviez commenté le One avec Marcelo Garcia. Exact. Tu sais, Ouais. qui avait combattu Ouais. contre Imanari. Ouais. Et donc tu m'avais cité durant le commentaire parce que Yes. je t'avais envoyé 2-3 messages et tout ça. Et je dis salut, c'est moi qui l'a cité. Tu sais, voilà. Donc ça nous a permis en fait d'entamer une discussion et déjà Ouais. là j'ai compris que ouais par contre si je l'interviewe il va me falloir du temps. Là, pour Il le faudra coup, du temps. Il faudra du temps. Ouais. Mais ça voilà. sera trop bien. Ça sera trop bien. Ouais. Ouais. Non mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelqu'un de cool et vraiment qui sait de quoi il parle. C'est Ouais, vrai. vraiment. Donc, bah c'est- écoute avec grand plaisir. Avec Yes. grand plaisir si tu peux m'accompagner là-dessus. Ça Bah, sera cool. Je le vois demain, je en parle demain. Promis. Vas-y. Ah bah, avec plaisir. Ça marche. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Écoutez les podcasts de Tatami Connexion. Moi, j'apprends tellement de choses puisque c'est pas mon sport de prédilection évidemment le seul. Certaines subtilités qui vont m'aider à comprendre des choses qui vont se passer parce que le grappling pour le MMA c'est encore différent du grappling tout court. Donc voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire c'est Thomas, c'est un passionné comme moi qui vient du même environnement que moi. On a vécu les mêmes choses en grandissant. Donc c'est quelque chose qui nous lie. Et puis en plus on est liés encore, il a travaillé avec ma mère, etc. Donc bref, moi voilà. Il y a beaucoup de choses qui me font kiffer. J'étais content que tu te lances, j'étais content que ça fonctionne. Et voilà. Et sans aucune promesse ou quoi, mais moi je suis convaincu que de toute façon on bossera ensemble au moins 1 ou 2 fois dans le futur, proche. Eh bah, écoute, avec grand plaisir, parce que tu sais à quel point je prendrais du plaisir à Yes. travailler avec toi. J'aime travailler plus que, tu sais, pour moi, c'est travailler avec l'idéal. Moi, tu vois, mon idéal, c'est de travailler avec des gens que j'apprécie Ouais. et de m'amuser dans le travail. Tu Ouais, vois, bah, parce c'est que ça. je pense que c'est le meilleur. Et franchement, je sais qu'avec toi, ça serait super. Ça serait vraiment super. Donc voilà. Bah écoute, Baba, merci beaucoup. Merci à toi, Thomas. C'était une super interview, je suis très content de l'avoir fait. C'était une obligation pour moi de le faire et franchement
Et bah, y a aucune déception. De toute façon, j'étais pas prêt à être déçu, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'espère que tout le monde appréciera te découvrir sous cet angle-là. Ouais. Et puis voilà quoi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et puis merci à vous tous hein, pour avoir écouté. C'est cool. Et quant à vous, eh ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 ou ABDR10, vous choisissez, c'est pas grave, le principal c'est que ça aille à un porte-fight. Ouais. Et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, vas-y à toi, ou une bonne soirée. Bonne journée-soirée, ça dépend de vous. Une journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous Voilà, écoutez. c'est ça. Allez, salut. Ciao tout le monde.